Bonjour, bienvenue sur le webinaire Zoom sur la santé mentale des apprentis. J'espère que vous nous entendez bien. Installez-vous devant votre ordinateur. Super, il y a des pouces. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Vous étiez plus de 1700 inscrits de France Métropole et DomTom. Bienvenue, ça fait plaisir, un nuage de pouces. Je suis Patricia Brulefer, je suis chargée de mission animation et professionnalisation référente apprentissage au Cariforef Occitanie. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec mon collègue d'une autre région de France à qui je passe la parole. Oui, bonjour à tous. Christophe Croze, chargé de mission à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, le Cariforef de Nouvelle-Aquitaine. Et nous organisons avec le Cariforef Occitanie et Patricia l'animation de ce webinaire-là. Et vous êtes nombreux, effectivement, en tant que participants. Alors, oui, quelques mots concernant la technique. Donc, il s'agit bien d'un webinaire. Vous êtes nombreux à participer, ce qui fait que vos micros et caméras sont désactivés, mais vous pouvez intervenir, participer dans le chat. Donc, vous avez normalement en bas de votre écran l'onglet chat. Donc, n'hésitez pas à apporter des remarques, des interventions. Et nous essaierons, après chaque intervention, de pouvoir avoir un petit temps d'échange et de questions. Également, donc, ce webinaire-là est enregistré, et ce qui fait que vous recevrez le replay et ainsi que les supports liés à ce webinaire-là directement dans votre boîte mail. Voilà. Je relaisse la parole à Patricia sur la suite Et d'animation. Parfait, merci. Nous ferons du coup notre maximum pour répondre aux questions, mais sachez d'ores et déjà que vu le nombre de participants, nous ferons remonter les questions principales prioritairement pour essayer de respecter le temps imparti qui est de 2 heures ensemble aujourd'hui. Alors, je vous propose du coup de vous donner un aperçu du programme de la journée. Nous aurons donc une introduction qui sera faite par Sandrine Guédon, qui est donc chargée de mission développement de l'apprentissage à la mission alternance et accès aux qualifications, la MAC du ministère du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, qui va nous dire pourquoi nous organisons ce webinaire. Elle sera accompagnée de Linda Ullmann, qui est chef de projet professionnalisation au réseau des Cariforef et qui rappellera le contexte et le cadre de ce webinaire. Nous enchaînerons ensuite avec Anne Perrette-Ficaja de l'Alliance pour la santé mentale. Elle est directrice de la communication et des opérations et elle vous parlera des enjeux de la santé mentale en précisant notamment de quoi on parle, quels sont les déterminants, les principaux freins et leviers, les ressources à activer. Nous enchaînerons ensuite avec une table ronde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 témoins qui vous feront un retour d'expérience sur des actions menées en CFA. Et pour cela, nous donnerons la parole à Claude Reynaud, qui est directrice de la formation référente handicap campus de la CCI Limoges Haute-Vienne. Jonathan Mayette, qui est ingénieur formation responsable formation de formateurs au 3CA BTP, ainsi que Laurent Fabre, qui est directeur adjoint et CPE de la CMA CFA à Rivesaltes. Ensuite viendra le temps d'un zoom opérationnel sur des outils et des actions de prévention. Ce sera le tour de Juliane Mathiussi, qui est déléguée générale adjointe à Nightline. Elle vous présentera l'association et quelques outils, notamment la fresque de la santé mentale et la sentinelle étudiante, ainsi que d'autres outils. Enfin, nous finirons avec un tour d'horizon des actions qu'il reste sur le programme de pro du réseau des Cariforef au niveau national, avec Linda Ullmann qui vous parlera des kits ressources et des webinaires à venir. Et on viendra à conclure ce webinaire. Voilà, je vous propose dès à présent de démarrer ce webinaire avec Sandrine Guédon du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités des Familles. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Sandrine Guédon, je travaille à la DGEFP en tant que chargée de mission développement de l'apprentissage et je gère avec Linda Ullmann des réseaux
des CARIFOREF, la partie professionnalisation des CFA, dont elle vous parlera après dans quelques minutes. Et bah, écoutez, moi je voulais vous faire un petit point parce qu'on a beaucoup travaillé, Linda et moi, sur une programmation 2025 de ces webinaires. Et bien sûr, on est venu à évoquer la question de la santé mentale des apprentis. Alors pourquoi? Déjà, on est parti de certains constats. Si on peut voir la slide suivante. Bon, je ne vous dévoile rien, hein. On a eu une crise sanitaire qui a été amplifiée par le Covid, des chiffres qui portent sur les troubles psychiques de l'OMS qui nous dit qu'une personne sur 3 va être touchée par un trouble psychique au cours de sa vie. Et on sait qu'en plus, les jeunes constituent la population la plus exposée. D'où la grande cause nationale 2025 qui avait été décidée par Michel Barnier à l'époque Premier ministre. Et bon an, mal an, on a réfléchi à un certain nombre d'éléments pouvant toucher nos jeunes de manière générale et nos apprentis par conséquent. Donc, vous aurez plus de chiffres, je pense, avec Madame Perret-Ficaja au cours de son intervention. Mais il y a eu des rapports parlementaires qui ont mis en évidence des choses assez importantes au niveau de la santé mentale de nos jeunes, puisque 30% des 11-24 ans sont anxio-dépressifs, 25% d'étudiants ont déjà eu des pensées suicidaires. Le suicide, c'est la première cause de mortalité des 15-35 ans. Et dans un rapport de l'Assemblée nationale sur l'urgence psychiatrique et psychologique, on a constaté qu'il y avait plus 133% d'hospitalisation de filles âgées de 10 à 19 ans. Nous avons, surtout le ministère de la Santé, pour le coup, a donc décidé de cibler, dans le cadre de cette cause nationale, les jeunes de manière globale. La slide suivante. Donc, là, pour le coup, je ne parle pas au nom du ministère du Travail, hein, mais plutôt, je vous fais un petit récap de tout ce qui a été mis en place par le gouvernement et qui est proposé par le ministère de la Santé. Un certain nombre de mesures dont on vous reparlera sans doute ensuite. Donc, je passe très, très vite sur la campagne Parler pour aller mieux, mon bilan prévention, mon soutien psy, le numéro national de prévention des suicides et un fil santé jeune ainsi qu'une augmentation de la présence des psychologues scolaires dans les écoles et les universités. Toutes ces informations, vous pourrez les trouver sur le site que j'ai indiqué en bas de cette slide. Et j'en viens à la slide suivante. Il en manque une. Il y en avait une entre-temps. Mais il en manque une, mais c'est pas grave. L'idée, c'était de vous dire pourquoi, en quelques phrases, nous avons décidé de mobiliser les CFA. Vous savez que les CFA ont 14 missions qui leur sont attribuées par le Code du travail. La santé mentale, la santé en général, ça ne fait pas partie des 14 missions, mais ça fait partie, selon moi, des missions qui consistent à assurer les conditions de réussite en formation au CFA et en entreprise, parce qu'en fait, former un apprenti, c'est aussi assurer son bien-être professionnel, que ce soit au CFA ou en entreprise, et aussi se soucier de son bien-être personnel, tout ça dans l'optique d'éviter le décrochage, l'abandon et les ruptures de contrat. Donc, vous allez voir dans ce webinaire, vous allez avoir un certain nombre d'interventions de CFA qui vont vous permettre de connaître les bonnes pratiques et vous donner quelques idées d'outils à mettre en place dans vos CFA. Voilà, Linda, si tu veux prendre la suite pour nous parler du partenariat. Voilà. Sandrine. Merci. Merci beaucoup. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais, juste avant de parler du partenariat et du projet, vous remercier
pour votre présence, vous remercier d'être aussi nombreux au rendez-vous que nous vous proposons. Merci au Carrefour F Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et au Carrefour F Occitanie d'organiser ce webinaire et merci aux partenaires qui participent à cette action. Alors, effectivement, en quelques mots, je voulais partager quelques éléments de contexte hein, sur ce webinaire. Remonter un petit peu dans le temps, puisque c'est en 2022 qu'a été lancé le projet professionnalisation des CFA, qui est un projet à dimension nationale qui avait et a toujours pour ambition de répondre en fait à la volonté de l'État de maintenir un haut niveau de qualité de l'apprentissage dans un contexte de croissance des effectifs. Cette ambition était d'autant plus forte que les CFA se sont inscrits dans la démarche Calliope et que les exigences en matière de qualité se sont faites de plus en plus fortes. C'est ce qui a amené donc la DGEFP et dans la DGEFP donc la mission alternance et accès aux qualifications a mené, donc, avec le réseau des Carrefour F, une enquête auprès de vous, auprès des CFA, pour savoir comment les 14 missions qui étaient confiées par la loi étaient appréhendées et puis connaître leurs besoins sur le sujet. Et après avoir donc considéré les résultats de cette enquête, il est apparu que effectivement il y avait bien un besoin d'accompagnement sur le sujet des 14 missions des CFA, donc avec des objectifs qu'on a définis ensemble avec la DGEFP, à savoir l'outillage sur les 14 missions, le fait de rendre accessibles et visibles les ressources et l'atteinte d'un socle commun de connaissances et de compétences sur les 14 missions. Euh, Peut-être juste pour revenir sur le réseau des Carrefour F rapidement. Donc, comme son nom l'indique, le réseau des Carrefour F, c'est la tête de réseau des Carrefour F en région. Les Carrefour F, ce sont des structures qui sont financées donc, majoritairement par l'État et la région et qui ont pour mission d'informer, d'observer et de professionnaliser sur les sujets emploi, formation et orientation. Et c'est à ce titre que le réseau des Carrefour F a été mobilisé pour accompagner les CFA dans les 14 missions. Cet accompagnement se traduit de deux façons différentes. Donc le déploiement de kits ressources sous la forme de Geniali, des kits ressources qui sont à la fois des kits nationaux, qui sont complétés par les Carrefour région, donc qui apportent des ressources voilà, qui permettent d'apporter des informations fines sur les acteurs, les aides qu'il peut y avoir en région, enfin voilà, tout un tas de ressources qui sont présentes au niveau régional. Et autre dimension, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la réalisation de webinaires de portée nationale sur des missions qu'on identifie comme prioritaires, donc avec le ministère du Travail. Donc là, on en est à la troisième année donc, de proposition de webinaire. Donc aujourd'hui, on est sur le troisième webinaire de l'année 2025. Et effectivement, comme le disait Sandrine, on va au-delà de la professionnalisation stricto sensu sur les 14 missions. Mais ça nous a paru vraiment essentiel d'aller sur ce sujet parce que c'est voilà, comment travailler sur l'accompagnement des parcours, comment travailler sur la prévention des ruptures sans aborder ce sujet fondamental de la santé mentale. C'est pourquoi on avait vraiment à cœur de proposer donc, ce moment sur ce sujet. Voilà, donc je vous souhaite sans plus attendre un très très bon webinaire et puis je vous retrouve en conclusion. Merci Linda pour cette intervention-là. Donc, nous accueillons Anne Perret-Ficaja, qui est directrice de la communication et des opérations à l'Alliance pour la santé mentale. Alors, l'Alliance pour la santé mentale a grandement contribué à ce que la santé mentale soit grande cause nationale. Anne, vous allez nous aider à comprendre ce que regroupe la notion de santé mentale, ses déterminants et les spécificités concernant les jeunes. C'est à vous, Anne. Oui, merci Christophe. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à l'organisation d'avoir pensé à l'Alliance pour
participer à ce webinaire et puis essayer de vous donner un panorama un peu global, en tout cas quelques outils pour pouvoir voilà, vous aider dans votre activité quotidienne. Juste un mot, Sandrine Guédon en parlait tout à l'heure, juste un mot sur la santé mentale, grande cause nationale. Souvenez-vous, c'est même antérieur à la déclaration de Michel Barnier, Gabriel Attal, en son temps de Premier ministre, avait lui-même déjà initié cette idée que la santé mentale des jeunes en particulier méritait d'être une grande cause nationale. Alors, il se trouve que la déclaration du 10 octobre a fait de la santé mentale en général une grande cause nationale, et c'est tant mieux. Et les choses ont été reprises sur le plan politique par François Bayrou lorsqu'il a été nommé à Matignon. D'où ça vient ça? Ça vient de 3 points essentiellement. D'abord, l'urgence d'agir, elle se définit par le niveau de connaissance de la population. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là réunis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une connaissance la plupart du temps assez parcellaire, voire erronée de ce qu'est la santé mentale, de la manière d'en prendre soin, de comment on peut activer certains leviers, de quels facteurs sont déterminants pour voilà, en prendre soin et puis la faire varier. Évidemment, agir aussi sur les politiques publiques, c'est-à-dire porter des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour pouvoir faire progresser bien la prévention. On ne peut pas mettre un psychiatre derrière chacun des habitants en France, ni derrière chacun de nos jeunes, c'est évident. Et puis aussi une histoire de société et de représentation en société. On a tous en tête des idées reçues. Moi, la première, on est tous pétris de ça, c'est-à-dire qu'on a une espèce de mythe et de stigma assez présent autour de cette thématique, avec une terminologie utilisée abusivement, en tout cas, voilà, une tendance à mettre à l'écart, considérer qu'on est bien portant ou qu'on ne l'est pas, comme de manière un peu binaire, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect sociétal et cet accompagnement au changement à initier pour faire changer les choses. Et une grande cause, ça sert exactement à ça. Depuis 1977, Matignon en détermine une. Et en fait, l'objectif, c'est d'offrir du temps médiatique à cette grande cause. Le sport était l'année dernière, aujourd'hui c'est la grande cause, demain ça en sera une autre, pour pouvoir informer le plus grand nombre, communiquer sur le sujet et faire émerger en fait ce sujet à fort impact sociétal auprès du plus grand nombre. Suivante. Merci. Quand on parle de santé mentale, on a tendance à s'égarer un petit peu. On ne sait pas trop de quoi on parle. On voit bien qu'il y a un ensemble de notions, mais voilà, c'est un peu confus. En tout cas, j'ai pour habitude, et dans le secteur, on a vraiment, on apprécie cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé mentale comme un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, les difficultés normales, en fait, c'est comme ça qu'ils les appellent, de réaliser son propre potentiel et puis de contribuer à une vie en communauté. Alors, ça induit 2 notions essentielles. La première, c'est que, premièrement, donc il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ça serait un tort de dire que c'est complètement dissocié. Au contraire, ça fonctionne ensemble et c'est ce qu'on appelle le concept de One Health, c'est-à-dire une seule et même santé, à la fois la santé somatique, c'est-à-dire physiologique, pour faire court, et puis la santé mentale. Et tout ça est indissociable et fonctionne ensemble. Ça, c'est la première chose. La seconde, qui est très importante, c'est qu'il y a à la fois une dimension individuelle, on parle de potentiel, donc ça, c'est vraiment propre à un individu, et puis il y a aussi une dimension collective, c'est-à-dire comment faire société et comment arriver à inclure cette notion dans divers collectifs, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire le milieu professionnel, etc. Donc il y a vraiment ces 2 dimensions-là. Idem pour les troubles psy. On ne sait pas tellement ce que ça recouvre, en tout cas on a, parce qu'on est pétri encore une fois de représentation, on a un certain nombre de représentations en tête, et notamment par le traitement médiatique, le traitement cinématographique, etc. On peut dire qu'il y a un niveau graduel entre la base qui est le bien-être, puis une souffrance psychique, voire une détresse, et enfin un dernier grade qui regroupe les troubles psychiatriques. Dans cette notion-là, en fait, il y a un dénominateur commun. C'est une difficulté finalement à gérer ses émotions, à gérer son stress, quand ça génère une souffrance, qu'elle est intense et persistante, et surtout quand elle touche en fait différentes dimensions de la vie. La famille, les amis, le travail, l'école, enfin voilà, que tout est
un peu imbriquées et que toutes ces sphères-là, finalement, sont touchées. Donc, il peut y avoir des troubles passagers. Je vis un deuil, je vis une période de dépression, je vais vers un rétablissement, je me remets. Et puis, évidemment, les troubles chroniques, psychiatriques, souvent sévères, la schizophrénie, la bipolarité, les troubles du spectre de l'autisme, même si c'est du neurodéveloppement. Mais en tout cas, on peut dresser un panorama assez global. C'est un peu à grosse maille, mais ça peut aider quand même à avoir une meilleure notion de ce dont on parle. Suivante. De quoi elle dépend, cette santé mentale? Eh bien, là, je vous ai mis un certain nombre d'éléments qui influent sur la santé mentale. Le niveau d'éducation, le niveau de vie, de ressources financières. Bien sûr, le patrimoine génétique compte aussi. On sait qu'il y a un certain nombre de maladies et de troubles qui sont dus, en tout cas en partie, au patrimoine génétique. L'environnement amical, professionnel, familial, tout ça, en fait, influe, il y a de nombreux déterminants, c'est comme ça que ça s'appelle, sur la santé mentale. Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un même individu, la santé mentale va varier tout au long de la vie en fonction de ces facteurs et qu'elle est fonction de facteurs, pas seulement je suis malade, je suis bien portant, mais de facteurs individuels, sociaux et environnementaux, bien entendu. Donc toujours ce même échelon très individuel, personnel, et puis cet échelon collectif. On sait par exemple que le lien social est un facteur protecteur, très protecteur même de la santé mentale. Suivante. Pour les jeunes que vous encadrez, vous, au quotidien, il y a une spécificité supplémentaire. C'est une période de bouleversement, je ne vous apprends rien, vous les connaissez très bien, vous connaissez votre environnement. L'adolescence, c'est un passage d'un monde à l'autre, le passage d'un monde où on n'est plus totalement dans l'enfance et on va vers l'âge adulte, mais on n'y est pas encore. Et ça génère un certain nombre de questionnements, bien sûr. C'est une prise d'autonomie plus importante, des questions sur l'avenir, des transformations corporelles, des questions d'identité. Enfin, tout ça, en fait, est spécifique à ces périodes de la vie et du coup accentue, en fait, peut influer encore plus fortement sur les déterminants dont on vient de parler. Par exemple, le lien social dont je parlais à l'instant, eh bien, pendant la pandémie, a été complètement mis à mal. Et ce lien social et cette incertitude sur l'avenir ont été deux des facteurs les plus importants pour la dégradation de la santé mentale des jeunes. Suivante. On sait très bien aussi que les jeunes, quand on les interroge, ont des facteurs, en fait, des points d'attention tout à fait particuliers. Les adultes en ont aussi, mais en tout cas chez eux, la pression scolaire fait partie, et là c'est vraiment votre environnement hein, avec eux, la pression scolaire fait partie des facteurs les plus délétères pour leur santé mentale. Mais il y a aussi des problématiques que certains d'entre nous ne connaissaient pas quand ils étaient jeunes. Je pense à l'éco-anxiété, les conflits géopolitiques, et surtout qui sont proches de nous, les violences faites aux femmes par exemple, font partie de ces points d'attention tout à fait particuliers qu'ils ont, eux, à leur actif et qui peut beaucoup influer sur leur santé mentale. J'insiste un instant sur le cas particulier des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance. Alors, je sais que c'est un peu en amont de la période où vous les recevez en apprentissage, mais tout de même, il y a des statistiques qui sont sans appel. Hein. Voilà, je les ai sous les yeux. La moitié des enfants qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance ont un trouble psy et 90% de ces enfants de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas eu accès à un bilan médical qualifié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que ça peut être aussi un facteur d'alerte pour vous, communauté éducative au sens large. Suivante. Je vous ai mis quelques chiffres clés ici. Sandrine Guédon en a parlé pour certains d'entre eux tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir sur la tranche d'âge qui nous intéresse, c'est qu'avant 25 ans, en fait, il y a 3 quarts des troubles psy qui se déclarent chez un jeune. S'il y a un trouble psy type bipolarité, schizophrénie, ce type de choses, en particulier dans les troubles chroniques, pardon, eh bien 75% d'entre eux se déclarent avant l'âge de 25 ans. Donc on a vraiment une mise en lumière d'une période tout à fait critique et tout à fait qui mérite en fait beaucoup d'attention. Un jeune sur 4, quand il a un trouble psy, ne sait pas à qui s'adresser. Donc
ça veut dire aussi qu'il va se sentir, s'il est concerné, totalement démuni. De même, et la pandémie de Covid n'y est pas du tout étrangère, troubles anxieux et dépressifs, tentatives de suicide multipliées par 2 chez les jeunes de 18 à 24 ans, en particulier depuis le Covid. On aurait pensé que ça allait baisser après les confinements et avec le retour à la normale. Il n'en est rien malheureusement. On reste sur un plateau très haut de dégradation de la santé mentale chez les jeunes. Et en particulier, on l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure, chez les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont particulièrement sujettes aux tentatives de suicide ou aux gestes auto-infligés, type scarification, brûlure, etc., etc. Au final, retenons qu'un Français sur 3, c'est ce qu'on disait en introduction, sera concerné par un trouble psy au cours de sa vie. Suivante. Les éléments d'explication qu'on peut évoquer, on en a parlé. Je ne vais pas revenir dessus, si ce n'est sur le dernier, parce qu'un rapport, par exemple, sur l'utilisation de TikTok, un rapport sénatorial vient d'être publié. Vraiment, j'attire votre attention et nous tous en tant qu'adultes et dans l'entourage de ces jeunes, l'attention à porter sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ça apporte de bonnes choses. Je ne me positionne pas du tout politiquement pour l'interdiction ou la non-interdiction des réseaux sociaux, mais en tout cas, TikTok a été épinglé parce que 50% des infos qui circulent sont fausses, c'est de la désinformation médicale, ça ne les aide pas du tout à savoir vers qui se tourner et savoir collecter de l'information. Et puis aussi, il y a de l'incitation à la violence, de la pédocriminalité, et puis de l'incitation aussi aux gestes auto-infligés. Donc vraiment, porter une attention particulière à ce critère-là. Suivante. Les difficultés à lever en matière d'accès aux soins, vous les connaissez probablement comme moi, et surtout chez un jeune. Il y a souvent des coûts trop élevés ou un maillage territorial assez inégal en fonction des territoires en France. En tout cas, on ne peut pas mettre un psychiatre, encore une fois, derrière chacun de nos jeunes. Ça nécessite aussi que la première ligne de soins, c'est-à-dire le médecin généraliste, l'interlocuteur de premier recours, en première ligne, soit vraiment renforcée. Et puis surtout, j'en parlais tout à l'heure, des représentations à faire évoluer. Suivante. Pour nous, adultes qui entourons ces jeunes, la communauté éducative au sens large, quelques signaux, parfois faibles, qui peuvent nous alerter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on considère qu'on a un rôle de vigie, attentive, bienveillante, mais comme ça, en continu et au quotidien, de signaux qui pourraient nous alerter, comme un repli sur soi, des troubles du sommeil, de l'alimentation, de l'anédonie, c'est-à-dire en fait un jeune qui avait l'habitude d'exercer une activité qui tout d'un coup s'en désintéresse ou plus rien ne lui fait plaisir. Ça sont vraiment des signes qui peuvent alerter. De même qu'une difficulté de concentration et le milieu scolaire, de l'apprentissage est aussi très propice à déceler ce type d'altération. Parmi les troubles fréquents, ce n'est pas du tout exhaustif, mais il y a les troubles de comportement alimentaire, en particulier chez les jeunes filles, les troubles anxieux et dépressifs qui sont aussi extrêmement nombreux à cette période de la vie. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, la phobie scolaire, la pression scolaire qui peut vraiment être particulièrement délétère. Suivante. Je vous ai mis là un certain nombre de ressources. Je sais que certaines ressources vont en parler tout à l'heure. Et sur la diapo suivante aussi, une ressource que j'ai passée à l'organisation et qui pourra vous être communiquée, qui est une brochure, voilà celle-ci, qui est une brochure de premier niveau, destinée essentiellement aux jeunes, mais aussi à la communauté éducative qui l'entoure, infirmiers scolaires, psychologues scolaires, enseignants, parents, etc., pour savoir ce qu'est la santé mentale, savoir comment en prendre soin, savoir comment la considérer, c'est-à-dire sans caricature, etc. Et puis surtout, avoir, vous le voyez ici, un QR code qui renvoie vers une page de ressources que le collectif Santé mentale Grande Cause nationale a élaboré avec un travail de classification en fonction de votre profil. Je suis un professionnel de santé, je suis quelqu'un de l'entourage, je cherche telle info, etc. Et vous avez comme ça plus de 130 références qui peuvent vous aider dans les ressources
si vous en cherchez voilà, pour être attentif à eux et savoir comment agir. Merci Anne, en tout cas, pour cet éclairage qui montre bien, en tout cas, l'importance de repérer et d'agir suffisamment tôt, effectivement. Je propose qu'on passe quelques minutes sur les retours, les remarques que vous avez fait justement dans le chat. Linda, Tout à est-ce fait. que... Vas-y, si tu peux nous faire remonter quelques questions. Patricia. Patricia, Oui, pardon. voilà, donc du coup, il y a beaucoup de ressources aussi qui ont été partagées par les participants et des demandes par rapport à tout ce qui vous est présenté ici. Tout sera, le support vous sera envoyé, les ressources vous seront aussi communiquées via un document. Elle sera peut-être agrégée, notamment des liens qui ont été envoyés dans le chat qui sont très très intéressantes. Je vous invite à les parcourir, mais je les capitaliserai du coup pour vous les transmettre également si ça rentre bien dans le propos de ce qu'on vous présente aujourd'hui. En termes de questions, il y avait deux questions sur un lien sur lequel vous êtes passé peut-être un peu rapidement. Je ne sais pas si on peut y revenir sur le lien entre le niveau d'éducation et la santé mentale d'une personne qui nous fait donc cette question-là. Et ensuite, une question après géographique par rapport à des chiffres clés. Est-ce qu'il est possible d'avoir quelque part des zooms géographiques, notamment sur les départements? Là, en l'occurrence, c'était d'outre-mer. Alors, sur les ressources disponibles en fonction des territoires, ça doit pouvoir se trouver notamment sur le site santé.fr parce que ça fonctionne avec un système de géolocalisation. Ensuite, il faut essayer de regarder aussi les ressources, je dirais, habituellement déployées type centre médico-psychologique pour les jeunes. Il y a eu de nombreux développements qui ont été faits ces dernières années sous l'impulsion de la présidence Emmanuel Macron, notamment avec les assises de la psychiatrie et les assises de la santé scolaire qui ont eu lieu il y a très peu de temps sous la houlette d'Elisabeth Borne, avec des référents aussi dans les établissements qui voient le jour à partir de septembre. Et donc ça, c'est aussi une ressource indispensable. En fonction des territoires, nous, on n'a pas d'outils de géolocalisation, nous, collectifs, mais sur le site santé.fr, ça doit pouvoir se trouver. C'est malheureusement inégal. Et concernant le lien entre niveau d'éducation et santé mentale. Alors, en fait, ça se joue essentiellement sur la possibilité d'accéder aux soins. Généralement, quand il y a un niveau d'éducation, il y a un niveau de connaissance un peu moins important, un peu moins bon, un peu moins fin, et donc un recours moins facilité, et du coup, parfois, une aggravation des symptômes et une chronicisation des symptômes qui peut arriver parce que finalement, cette population reste un peu trop éloignée des soins, a priori. C'est vrai pour la santé mentale, c'est vrai aussi pour la santé somatique. J'espère que ça Parfait. répond à la question. Je l'espère. De toute façon, il faudra bien, voilà, il faut que l'on priorise. Il y a encore des partages d'informations. Il y a des questions concernant qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement. Vous allez avoir des témoignages derrière. Vous allez voir les différents niveaux d'intervention aussi possibles. Voilà, ça devrait être abordé dans le reste du webinaire. Je ne vois pas de nouvelles questions. Il y a une question un peu technique sur une décompensation. Voilà, est-ce qu'il est possible de proposer une prise en charge si la décompensation n'a pas lieu dans la perspective de prise de poste en contrat d'apprentissage? C'est un petit peu technique. Peut-être je vous laisse éventuellement répondre par le chat ou si vous avez deux mots à en dire, mais c'est pas évident sur une situation un peu Oui, alors particulière comme ça. Oui, là, je pense que la question est destinée surtout à un professionnel de santé, à un professionnel de santé mentale. tout à Là, pour fait. le coup, et puis avoir si peu d'informations sur le cas évoqué, vraiment, je ne me risquerais pas à répondre à ça. Hmm. Alors l'objet, effectivement, là, c'est de vous fournir des grandes lignes, des ressources, des témoignages, mais effectivement, il n'y aura pas d'intervention et de réponse sur des questions un peu techniques comme ça. Par contre, vous aurez des liens vers des professionnels vers qui vous tournez. Donc tout ça fera l'objet des ressources qui vont vous être envoyées. Alors, je vous propose que l'on enchaîne sur l'intervention suivante. Oui, alors Merci voilà. beaucoup. Et bien sûr, vos remarques concernant les ressources, nous allons en traiter aussi en fin de webinaire aussi, hein, vers la fin, avec les questions de ressources. Et puis, on pourra aussi vous transmettre aussi toutes les ressources qui sont mentionnées. Merci en tout cas Anne pour cet éclairage. Et puis, nous allons maintenant nous tourner vers les stratégies concrètes qui peuvent être mises en œuvre par dans les centres de formation d'apprentis.
Et nous accueillons Arnaud Wein, qui est responsable de l'antenne Gironde de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Alors, Promotion Santé, il y en a, c'est important, dans une agence en tout cas importante dans différentes régions. Et Arnaud, vous allez nous présenter en tout cas différentes dimensions d'intervention, qu'elles soient individuelles, collectives ou liées à l'environnement, et avec les actions concernant les CFA. Arnaud, c'est à vous. Oui, merci Christophe. À mon tour de vous remercier de m'avoir convié. Alors, pardon, pour ça ce- grésille, votre son grésille, Oui, Monsieur alors, Vane? est-ce que c'est mieux? Non. Oui, là, ça va un petit peu mieux. Est-ce que c'est mieux? Hmm, Attendez. Oui, Non, là, allez-y. ça grésille pas mal. Peut-être sortir le casque si vous avez mis le casque Ça y ou. est, Ouais, mais je l'ai enlevé. ça y est, oui. Allez-y, on vous entend, Arnaud, c'est à vous. Ok. Bon, bah, je vais faire sans casque. Oui, merci de m'avoir convié. Donc, effectivement, je travaille au sein d'une structure qui s'appelle Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Pardon, excusez-moi, mais le son est vraiment mauvais. Peut-être remettez votre casque. Ah, je suis désolé, Non, je c'est pas grave, il vaut mieux pas. juste qu'on parte sur un son audible. Oui, surtout C'est vraiment que très très fort. c'est enregistré. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que vous êtes en haut-parleur avec ordinateur? Nous suggère quelqu'un dans le chat. Alors, attendez. Tout à l'heure, on n'avait pas cette difficulté. Ouais, je comprends pas. Euh, Alors, mettre. sinon, ouais, éteignez la webcam peut-être aussi. Si... Avec Zoom, il faut paramétrer le casque, nous dit. Oui, mais ça marchait très bien Ah, quand on a Ouais, fait là, c'est l'essai. très bien. ça marche On, bien. on Allez-y, vous entend bien. bougez Allez, plus. ben, vous ne me verrez pas, c'est l'un ou l'autre. Et je suis désolé, voilà, je dois avoir un peu de débit. Bon, j'enchaîne, donc je vais vous présenter quelques slides, en quelques slides, ma structure et plus largement notre réseau, mais je ne vais pas m'attarder. Sachez que je fais partie d'une structure donc, qui est une structure ressource dite de deuxième ligne parce que le grand public ne nous connaît pas ou peu, et pour cause, on essaie d'accompagner les acteurs qui sont en première ligne. Donc évidemment, les CFA, les établissements scolaires, les professionnels de santé, de l'animation, du médico-social, de la santé, les élus locaux, etc. Le but, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs soient en capacité d'agir au maximum en autonomie auprès de leur public et d'être des promoteurs de la santé. Donc, on a 4 grandes missions. Vous retrouverez ces 4 missions dans toutes les structures promotion santé qui sont déclinées dans quasiment toutes les régions et même les territoires ultramarins en France. Donc, on a une mission d'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement méthodologique ou documentaire. On mène nous-mêmes des programmes, mais on est dans une logique de subsidiarité, ce qui veut dire, comme je l'ai dit, qu'on va au maximum associer les opérateurs qui nous ont mobilisés pour qu'en autonomie, ils puissent décliner les actions en autonomie sans notre présence. On a une mission de formation, donc avec une offre catalogue. On intervient aussi dans des instituts, des écoles de formation. Et on a une mission ressources, donc on a un centre de ressources qui est positionné dans chacune de nos antennes. Merci de passer à la prochaine slide. Voilà, donc comme je vous le disais, notre structure fait partie d'une fédération nationale, un réseau, un maillage de toutes les régions de France, ou quasiment toutes les régions de France et territoires ultramarins. Donc, on est une association loi 1901, essentiellement financée par les pouvoirs publics pour assurer les missions dont j'ai parlé précédemment. Donc là, je vous mets à l'écran notre logo qui incarne nos missions et qui est inspiré de la charte dite d'Ottawa, qui est un moment important pour la promotion de la santé, puisque ça a permis à l'Organisation mondiale de la santé et les États qui sont adhérents de se cadrer et de se fixer une stratégie d'intervention en matière de promotion de la santé. Donc, vous allez retrouver là 6 priorités. Je les lis vite fait, hein. L'acquisition d'aptitudes individuelles, la création d'environnements favorables, la réorientation des services en santé, l'élaboration de politiques pour la santé, conférer les moyens services de médiateurs, promouvoir l'idée, et enfin le renforcement de l'action communautaire. Et pour faire vite, on s'inscrit dans ce cadre-là et le but de nos structures, c'est d'améliorer la santé globale, évidemment, des publics
à la fois en jouant sur les enjeux de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, et depuis peu, on essaie de concilier ça et d'accompagner les acteurs afin qu'ils puissent aussi traiter les enjeux de transition socio-écologique, climatique et environnementale. L'intervenante précédente parlait d'éco-anxiété, c'est un enjeu fort actuellement. Donc voilà, et pour ce faire, on accompagne et on est sollicité évidemment par les différents administrations, institutions et ceux qui incarnent les politiques de santé. Très concrètement, cette slide est chargée, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. Si on reprend le logo de la promotion de la santé, et on va faire abstraction de conférer les moyens qui en fait est un impératif de plaidoyer. En fait, quel que soit le cadre de vie dans lequel on intervient, on peut s'appliquer les dimensions de ce logo pour essayer de scanner son pouvoir d'action, son pouvoir d'agir. Donc, vous allez retrouver l'enjeu de développer l'acquisition d'aptitudes individuelles. Vous allez retrouver l'enjeu de renforcer l'action communautaire, l'enjeu de créer des environnements favorables, de réorienter les services. Si ce n'est pas les services de santé, c'est tous les services qui concourent à la santé, et l'enjeu d'élaborer des politiques propices. Ce qui veut dire que dans un centre de formation des apprentis, on peut agir dans toutes ces dimensions. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. Pourquoi? Parce que on a tendance à se focaliser sur les comportements des jeunes, des apprentis, évidemment. Or, c'est un bout de chaîne, les comportements, et ils sont déterminés par beaucoup de facteurs. Et donc, pour agir, on ne peut pas agir seulement sur les connaissances et on va dire, la seule volonté des jeunes en question. Il va falloir aussi qu'on intervienne sur toutes les autres facettes de ces dimensions qui ont un impact in fine sur les comportements et notamment sur la santé mentale des jeunes en question. Donc, si j'égrène, mais je vais essayer d'illustrer très concrètement, quand on parle de développer l'acquisition d'aptitudes individuelles, il ne faut évidemment pas oublier qu'au-delà du fait d'orienter les contenus des enseignements qui sont dédiés aux apprentis, il faut aussi sensibiliser et former la communauté éducative aux enjeux de santé mentale, la question des phénomènes de harcèlement et de bouc émissaire en milieu d'enseignement. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, évidemment, faire une priorité de la formation des adultes, les enseignants, tous ceux qui gravitent évidemment autour des apprentis, essayer d'accompagner les parents, mais il y a aussi tous les employeurs, parce qu'une des spécificités évidemment de l'apprentissage, c'est que ces apprentis sont très présents dans des, ou en tout cas peu moins présents dans les centres de formation, et de plus en plus considérés comme des professionnels qui font des stages. Voilà, sur l'action communautaire, je vais prendre quelques illustrations. Évidemment, privilégier des pédagogies et animations collaboratives, bon, ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple à mettre en place. Il faut aussi qu'on mène des actions qui permettent aux groupes d'apprentis de développer un pouvoir d'agir, une capacité d'initiative et même, on va dire, une créativité, et que cette créativité ait un retentissement positif sur leurs congénères. Et il ne faut pas oublier d'investir les réseaux sociaux. C'est essentiel, ce n'est pas simple à faire, mais il y a quand même des actions qui permettent d'investir positivement les réseaux sociaux et d'essayer d'avoir à la fois, comment dire, un pied dans cette dimension qui est très importante chez les adolescents et jeunes adultes, et à la fois de proposer un espace, des supports. Je vais citer un programme qui s'appelle WeCare, qui est une appli mobile qui permet de décliner des activités un peu hybrides, à la fois sur le smartphone et à la fois en collectif. Donc voilà, l'idée d'investir ces réseaux sociaux, c'est très important. Je peux vous donner un autre exemple qui est très concret, c'est d'être attentif à ce qu'en début d'année, les responsables pédagogiques d'enseignement créent eux-mêmes leur groupe WhatsApp si c'est le support qu'ils utilisent, et ne laissent pas ça, comment dire, par défaut aux jeunes qui d'eux-mêmes spontanément vont créer des groupes, mais vont aussi du coup être les administrateurs, avoir la capacité de s'exclure ou même d'insérer les contenus comme bon leur plaît.
Je vais évoquer aussi la question des environnements favorables. Alors ça, quand on est à un centre de formation, un établissement, souvent on investit quand même pleinement cette question, on va dire, du dur, c'est-à-dire communiquer sur les enjeux, ressources en santé, que ce soit via des affichages, via des messages, aménager des espaces spécifiques de bien-être, donc essayer de dégager des espaces, des salles qui soient dédiées au bien-être, que ce soit de repos ou d'activités physiques, ludiques, culturelles. Et puis questionner évidemment le confort, l'accessibilité, l'ergonomie des bâtiments en pensant à, évidemment toutes les diversités, tous les publics qui composent les centres de formation. Ensuite, réorienter les services concourant à la santé, mais là, ça veut dire qu'on va se questionner sur tous les services qui sont censés être dédiés au bien-être des apprentis, la restauration, les permanences médico-sociales, l'orientation, etc. Être attentif à ce qu'il y ait un suivi global des apprentis et bien prendre en considération les 3 dimensions qui sont l'établissement de formation, évidemment l'employeur, ou en tout cas là où le jeune fait un stage, et la famille. Et puis également s'assurer que des dispositifs dédiés au 16-25 sont bien, comment dire, connus, voire même présentés, et on peut imaginer des conventionnements, des partenariats pour que ces dispositifs soient présents dans l'établissement en question. Voilà. Et enfin, pour finir, passer sur la question des politiques propices. Là, on va se retrouver avec tout ce que l'institution, à la fois en formalisant un projet, va essayer de mettre en œuvre formellement sur la question de la santé et de la santé mentale des jeunes, développer des partenariats. Là, ce sont des conventionnements potentiels avec des opérateurs ressources. Et puis lancer des actions et des programmes spécifiques. Et je finirai là-dessus. Et notamment en ce moment, ce qui est une priorité très forte en France des pouvoirs publics, et c'est une priorité, comment dire, interministérielle depuis peu, c'est la question des compétences psychosociales. Vous avez peut-être déjà entendu parler des CPS, donc je parlerai des CPS, l'acronyme de compétences psychosociales. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Donc, l'enjeu du développement des compétences psychosociales, il découle de recherches nord-américaines qui ont été menées à partir des années 70 sur la question des stratégies de prévention des toxicomanies, qui étaient à l'époque beaucoup basées sur la peur ou la moralisation. Et donc, le questionnement, c'était comment on pouvait aider ces jeunes, soit qui n'avaient pas rencontré encore la substance et la pratique addictive, soit qu'il avait rencontré, en tout cas comment on pouvait les aider à faire face à une pression sociale, à une anxiété qui pouvait les conduire à soit expérimenter, soit rentrer dans une consommation et une addiction. Donc ces études se sont appuyées évidemment sur la recherche psychosociale, psychologique, médicale, et on en a défini une priorité qui était le développement des compétences psychosociales. La définition académique, c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, aptitude à maintenir un état de bien-être mental, adopter un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture, son environnement. Elle se développe tout au long de la vie. Ce sont des habiletés universelles. Donc, c'est un enjeu à tous les âges de la vie, évidemment, même si les pouvoirs publics mettent plutôt le paquet sur, évidemment, les mineurs, les plus jeunes, mais il ne faut pas oublier aussi, évidemment, les apprentis. Slide suivante. Voilà, pour développer ces compétences psychosociales, on a 3 modalités. Il est recommandé à tous ceux qui veulent s'investir d'essayer de mener des ateliers formels, c'est ce qu'on appelle les programmes CPS. Alors, les programmes CPS, ce sont des choses qui sont très, comment dire, très bordées, très formalisées, avec un nombre de séances, avec une progressivité, avec des objectifs qui sont bien affichés. Donc, ce sont des choses que vous pouvez élaborer et construire, ou alors vous pouvez décliner un programme qui existe déjà. Il y en a plein qui existent et qui sont de plus en plus évalués et dits probants par les pouvoirs publics. Ensuite, vous pouvez aussi orienter des pratiques plus informelles, les postures éducatives, évidemment les contenus pédagogiques. L'idée, c'est que toutes les recommandations qu'on va trouver dans les programmes CPS, elles infusent et elles contaminent, elles soient mises en œuvre très concrètement dans les pratiques informelles
de tous les jours quand on est un adulte et qu'on encadre un jeune apprenti. Et enfin, il va falloir agir sur les environnements, les contextes. J'aurais peut-être même dû mettre cet enjeu en premier parce que bien souvent, c'est ça qui va permettre de mener des ateliers et de faire évoluer les pratiques informelles, c'est d'agir sur les environnements et notamment sur les priorités institutionnelles. Ça passe beaucoup par de la culture commune. Je ne vais pas m'attarder sur le regroupement. Voilà, il y avait un schéma sur le regroupement des compétences psychosociales où on peut retrouver 3 dimensions. Juste, je les cite. Bon, merci Christophe, mais sachez qu'on travaille, quand on travaille notamment sur un programme, hein, on va travailler 3 dimensions qui sont les compétences sociales, notamment savoir se présenter, avoir une approche positive de soi, des autres, etc. Les compétences émotionnelles, on va avoir un grand bloc qui est de comprendre ce que sont les émotions, essayer de les identifier chez moi, communiquer sur ces émotions et essayer du coup de mieux réguler ces émotions. Et un dernier bloc qui vont être les compétences cognitives et sociales de régulation de problèmes. Voilà, donc sachez qu'à chaque fois que vous rentrez dans une logique de programme, vous allez retrouver ce séquençage où on travaille ces 3 familles de compétences psychosociales. Et pour finir, merci de passer à la prochaine slide. Voilà, si vous cherchez des ressources sur les compétences psychosociales, je vous invite à aller sur le site qui est assez récent et qui est donc le site officiel Sirena CPS, qui a été élaboré par un consortium de partenaires à l'échelle nationale et notamment supervisé par Santé publique France. Vous trouverez toutes les références et notamment les programmes, les projets, des illustrations concrètes qui sont reconnues comme probantes par les pouvoirs publics. Et plus globalement, si vous vous intéressez à la promotion de la santé, ce que j'ai évoqué en premier, c'est-à-dire ce cadre un peu stratégique pour promouvoir la santé, dont la santé mentale, je vous invite à aller sur le site de notre fédération, promotionsanté.org. Je vous remercie pour votre attention et du coup, je me tiens à votre disposition pour les éventuelles questions et remarques. Oui, merci Arnaud en tout cas pour cette intervention avec des idées, des propositions concrètes. Patricia, peut-être. Alors, des questions tout aussi concrètes, peut-être sur le programme que vous avez cité, le programme CPS. Il y a déjà eu un premier niveau de réponse dans le chat. Merci à chacun d'alimenter d'informations et de nourrir ce chat avec des infos et des partages. Donc, où trouver peut-être le programme CPS? Il y a une personne qui disait qu'il y a le réseau Scolavie et le réseau Canopé qui le fait. Est-ce que vous avez d'autres Oui, alors informations? effectivement, alors j'ai cité Sirena. Moi, c'est le site un peu évidemment incontournable parce que c'est le site officiel des pouvoirs publics et de Santé publique France. Mais vous avez raison, Canopé, qui est, on va dire, l'espace ressources hein, documentaire, méthodologique de tout ce qui est l'enseignement, la dimension et les professionnels de l'enseignement, depuis longtemps, recense des programmes, des actions sur le sujet. Ok, merci. Une autre question très pratico-pratique. Vous nous disiez que vous étiez une association de deuxième ligne. Et donc la question, c'est est-ce que concrètement, vous pourriez intervenir, ou qui d'autre, pour sensibiliser, communiquer sur les ressources en santé auprès des apprentis? Et est-ce que c'est payant, gratuit? Alors, je ne peux pas parler au nom d'évidemment toutes les structures promotion santé, donc je vais parler de la mienne, hein, Nouvelle-Aquitaine, mais ça dépend en fait les attentes. On intervient beaucoup et moi j'accompagne un CFA sur Blanquefort des métiers, les métiers du bâtiment. On fait de l'accompagnement méthodologique de, on va dire, la direction et des enseignants pour essayer de faire évoluer ces pratiques et aussi dans l'optique de décliner un programme. Si jamais ils optent pour la mise en œuvre d'un programme en tant que tel, on sera présent sur les premières séances. Ça ne leur coûtera rien parce que ce programme est déjà financé par l'Agence régionale de santé. Par contre, le fait d'intervenir pour sensibiliser des élèves, des apprentis sur des enjeux en tant que tels, nous, on essaie au maximum de permettre aux professionnels qui encadrent ces jeunes tout au long de leur scolarité de le faire. Alors, je peux comprendre évidemment qu'il y ait des professionnels qui se sentent en difficulté hein, à ce moment-là. Nous ou d'autres, hein, ça peut être la maison des adolescents, ça peut être des structures ressources en fonction de la thématique, sur les addictions, sur la santé mentale ou je ne sais quoi. Voilà, on fait partie des opérateurs qui pouvons intervenir, mais c'est vrai que notre mantra,
c'est quand même d'essayer de faire monter au maximum en compétences d'agir les professionnels qui, eux, incarnent le quotidien des élèves. Ok, c'est clair. Vous aurez aussi des illustrations et notamment de Nightline qui va intervenir sur des outils et des actions en direction des jeunes et des apprentis. Peut-être juste une clarification. Il y a quelqu'un qui demandait votre mission en tant que promotion santé, le conseil local en santé mentale. Peut-être une clarification sur la différence entre les Oui, deux. bien sûr. Alors, le Conseil local en santé mentale, c'est un dispositif qui est décliné et qui a à la main, on va dire, beaucoup des collectivités locales, hein, présidées souvent par des élus, des maires. Ils peuvent être à des échelles municipales, intercommunales. C'est un dispositif qui vise à de démocratie sanitaire et en santé mentale. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des membres attitrés avec des collèges, des représentants et du monde de la psychiatrie, de la santé, des élus locaux et évidemment des personnes concernées par l'enjeu de la santé mentale à titre personnel ou étant un représentant des personnes concernées par des troubles, difficultés psychiques notamment. Donc ça, c'est un dispositif. Nous, on est une structure ressources régionale. Ça veut dire que vous ne trouverez pas des CLSM partout. Ça, c'est vraiment, ça reste à la disposition, à la volonté aussi des élus locaux que de le décliner en partenariat avec les ARS notamment. Mais par contre, vous trouverez des structures ressources comme la nôtre. C'est une association qui est présente sur toutes les régions. Donc, on n'est pas vraiment un dispositif, on est plutôt une structure ressource. Par contre, on accompagne, et c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, on accompagne les contrats locaux de santé, les CLS, on accompagne les CLSM, les ateliers santé-ville et pas mal de dispositifs pour que notamment les établissements scolaires, les CFA, soient en capacité de s'inscrire dans ces partenariats et ces dynamiques territoriales. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Je vois qu'il y a encore des partages dans le chat, ça continue, mais pas de questions majeures à vous faire remonter. Merci beaucoup, Merci Monsieur à vous. Bain, pour cette intervention qui pose un cadre sur les différents niveaux d'intervention et qui a répondu aussi sur la question des compétences psychosociales qui étaient remontées dans le chat. C'est parfait, merci à vous. Je vous propose que l'on enchaîne maintenant sur de l'opérationnel avec des retours d'expérience. On a 3 témoins. Merci à tous les trois de s'être mobilisés, qui vont faire des retours d'actions qui sont menées en CFA. Je vous invite à allumer vos micros à tous les trois. Bienvenue à Claude Reynaud, donc du campus consulaire de la CCI Limoges Haute-Vienne. Vous êtes directrice de la formation, référente handicap. Bienvenue également à Jonathan Mayette du 3CA BTP. Vous êtes ingénieur formation santé prévention, responsable formation de formateurs. Et bienvenue à vous également, Monsieur Fabre. Vous êtes directeur adjoint et CPE de la CMA CFA Rivesaltes. Est-ce que vos micros sont bien allumés? Oui, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est parfait, merci. Alors, je vous laisse quelques secondes pour nous présenter brièvement votre CFA pour qu'on sache d'où vous parlez, quel type de structure vous représentez, voilà, quel type de formation, où vous êtes localisé, et voilà, en quelques mots. Madame Reynaud, c'est à vous. Alors, donc, nous, on est un CFA rattaché à une chambre de commerce. Nous formons des étudiants au métier du tertiaire et à l'encadrement sur des niveaux bac+2 à bac+5. Nous avons entre 380 et 400 apprentis sur tout le territoire du Limousin, mais au-delà, notamment sur les masters, puisqu'on a des recrutements qui, là, sont plutôt des recrutements nationaux. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Fabre, quant à vous, vous parlez de Oui, bonjour. Rivesaltes. Oui, allez-y. Moi je suis, donc c'est un CFA de chambre de métier, hein, on appartient donc à une chambre consulaire. On a 950 apprentis qui sont répartis sur 16 métiers. On part de la mécanique complète, en passant par l'alimentaire, la boucherie, charcuterie, la coiffure, quelques métiers du tertiaire. Donc on forme des apprentis du niveau 3 au niveau 5. Et nous avons aussi une grosse formation adulte en reconversion où on a à peu près 200-250 personnes qui viennent se former ou pour une reconversion ou pour une nouvelle formation.
Parfait, merci beaucoup. Monsieur Mayette, quant à vous, vous ne travaillez pas au sein d'un OFA CFA, mais vous travaillez en direction des OFA CFA. Je vous C'est laisse vous ça, présenter. c'est ça exactement. Bonjour, donc moi je travaille au 3CA BTP, Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage pour le BTP. C'est l'organisme des branches du bâtiment et des travaux publics qui a en charge d'accompagner les OF sur l'ensemble des thématiques possibles et plus particulièrement en ce qui me concerne sur la santé et la prévention. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parfait. Mais je vous propose d'enchaîner, Monsieur Mayette, et que vous nous disiez quelles sont les actions et les leviers d'action que vous proposez justement aux OFA CFA, et puis comment cela est né en fait auprès de votre organisme. Ok, alors en fait, nous, c'est parti d'une étude qui s'appelle l'étude espace, évaluation de la santé physique des apprentis et de la construction en établissement de formation. Donc, cette étude espace, en fait, au départ, c'était mettre en place une relation entre l'activité physique professionnelle qui dégrade la santé et l'activité physique de loisir qui l'améliore. C'est un doctorant qui l'a menée, c'est une étude qui est scientifiquement prouvée. Et de cette étude, on connaît le lien entre la santé physique et la santé mentale. Donc, il s'avère que de cette étude est ressorti que le facteur le plus aggravant pour le ressenti de douleur n'était pas le manque d'activité physique, n'était pas l'activité professionnelle en fonction des tâches, mais était bien la santé mentale. Donc, l'état de santé de nos jeunes, qui physiquement, finalement, selon les recommandations de l'OMS, ben, sont plutôt en bonne santé, en tout cas pratiquent plus d'activité physique, et en fait, leur santé se dégrade, leur ressenti de douleur augmente à cause de la santé mentale. Donc, une fois que ce postulat est réalisé, il faut effectivement mettre des actions en place. Donc, on a poussé ce qu'on appelle une expérimentation. On a un accélérateur pédagogique où on a sollicité une structure qui s'appelle H10 Formation pour nous préparer un parcours de santé mentale adapté aux apprentis du BTP bien évidemment, mais les résultats sont communs à l'ensemble et sont publiés pour l'ensemble des apprentis. Donc ce parcours-là, il est en test dans 3 OF, dans 3 structures, et il sera essaimé en fonction des résultats euh, courant le mois de juin. On a un troisième axe pour pouvoir développer cette santé mentale, c'est des appels à candidature, donc qui sont ouverts à tous les organismes de formation dans le BTP ou avec des sections dans le BTP, qui est finalement un appel à candidature centré sur l'activité physique, la santé mentale, le bien-être mental et la santé globale. Donc là, les CFA postulent, rédigent un parcours et nous, on les accompagne en subventionnant ce parcours. Et puis, de la même façon, on essaime si le parcours a donné des résultats. Donc voilà les 3 axes sur lesquels nous, on travaille en direction des OF. On ne leur propose pas de solution toute faite, on les met en test, on leur propose de construire leur parcours et après on finance voir ce que ça donne. Parfait, merci beaucoup pour ce premier témoignage. Madame Reynaud, quant à vous, au sein du coup du campus consulaire CCI Limoges-Haute-Vienne, quelle typologie d'action est-ce que vous menez en matière de santé mentale? Qu'est-ce que vous proposez concrètement au sein de votre CFA et qu'est-ce qui vous a également amené à mettre en place ces actions-là? Alors, ces actions, je dirais qu'elles remontent il y a 10-12 ans. C'est une rencontre avec un pompier et une infirmière au service psychiatrique du CHU de Limoges, où nous avons à l'époque développé une formation qui s'adresse à tous nos étudiants, qui est les gestes de premier secours. Et on a travaillé donc très régulièrement sur ce thème-là. Donc tous nos étudiants sont formés, comme beaucoup de centres d'ailleurs, hein. Et derrière, on a commencé à travailler sur la détresse mentale. Donc moi, j'ai eu deux actions particulières. Une vis-à-vis des équipes d'encadrants sur le campus, où ils ont tous été formés à la détection des premiers gestes de détresse mentale. Et on a mis en place pour nos jeunes qui sont, je dirais, sur des masters, donc qui sont amenés très rapidement à prendre en charge des équipes ou des groupes ou des points de vente ou d'une structuration plutôt managériale. On les forme justement à la santé mentale avec une journée de formation et une masterclass. Et cette année, on a complété cette action vraiment très, je dirais, très pratico-pratique par un escape game sur les conduites addictives. Alors, avec les addictions
allez, j'ose dire légales, parce que les addictions, c'est un petit peu en contradiction avec la notion de légal, c'est-à-dire les addictions aux jeux qui peuvent entraîner des comportements de détresse mentale et des situations de stress. Les jeux, bien sûr, mais tout ce qui est substances toxiques. Et ils ont participé à un escape game avec la Massif qui nous a proposé, à travers leur fondation, de mettre en place ces découvertes et mettre en situation les jeunes. Et on a eu un retour des alternants, des étudiants qui l'ont pu le faire, qui ont trouvé ça vraiment super parce qu'en fait, ils se sont retrouvés dans certaines conditions et ils ont pu voir un petit peu les effets de l'addiction et la prévention qui était nécessaire par rapport à ces addictions. Parfait. Merci beaucoup pour ce partage. Sachez que du coup, nos intervenants ont accepté de partager les ressources, le parcours notamment, l'étude qui a été évoquée, voilà, les liens avec les partenaires. Ça vous sera également transmis en fin de webinaire avec le replay et le support. Donc, vous aurez aussi voilà, les contacts et les partenariats et les ressources qui sont évoquées là. Merci beaucoup, Madame Reynaud. Monsieur Fabre, quant à vous, au sein de la CMA-CFA Rivesaltes, vous avez une approche un peu différente. Vous êtes structuré au fur et à mesure pour essayer de répondre à des problématiques qui sont nées de santé et de santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez, qu'est-ce que vous avez mis en place au fur et à mesure? Oui, bien sûr. Donc, nous, au-delà donc, des obligations Calliope, nous avons notre souhaité de faire un repérage en fait des difficultés hein, de nos jeunes. Nous faisons partie depuis très longtemps d'une association l'ANSA, hein, qui est l'Association nationale du développement du sport dans l'apprentissage. Et à travers un constat qui a été fait justement par l'ANSA, qui est en fait 70% des jeunes arrêtaient le sport. Quand ils rentraient en apprentissage, ça nous a posé bien sûr question, parce on sait très bien, quand on est sportif, que la santé mentale est très importante et elle est très liée à l'activité que l'on peut mener. Donc, on s'est penché là-dessus. Donc, du coup, on a pris le parti, nous, dans nos établissements, d'ouvrir de ce qu'on appelle des sections sport et métiers, d'intégrer du sport santé dans toutes nos formations, même si elles sont pas diplômantes, puisque le sport apparaît en CAP, en bac, mais pas en BP, pas en mention, enfin, pas sur tous les diplômes. Donc, nous, on a pris le parti et on a, grâce à cette activité sportive, eh ben, on a commencé à voir des jeunes qui se livraient où on détectait vraiment quelques difficultés et en se penchant sur leurs difficultés, ben, on s'est aperçu ben, que voilà, c'était des gamins qui étaient en difficulté en santé mentale, de santé mentale, etc. Donc nous, à travers notre établissement, nous avons mis un dispositif, un référent handicap, un référent social, comment dire, des conventions que nous avons pu signer, notamment la dernière que l'on vient de signer, et je regardais le chat justement des gens qui disent que nos jeunes ont des difficultés pour avoir des bilans de santé mentale, psychologique ou de santé tout court. Donc là, la CPAM nous a proposé, parce qu'elle ouvre ça apparemment dans pas mal de régions, des créneaux pour donner la priorité à nos jeunes qui sont en difficulté, qui ne sont pas accompagnés par leur famille. Donc à partir de là, voilà, nous avons tissé tout un dispositif de soutien et d'aide pour que nos jeunes puissent régler leurs problèmes euh, sociaux avec ce genre d'intervention. Ok, donc dans le bilan santé, il y a notamment une partie d'une intervention d'un psychologue Oui, euh, sur la partie oui, ouais, santé oui, c'est mentale. ça. Ouais. Mm. Voilà, dans cette, la CPAM met à disposition en fait, ben voilà, tout un dispositif d'évaluation, qui soit psychologique hein, ou médical. D'accord. Au niveau de l'équipe, il y a donc différentes casquettes qui sont prises par les différents corps, que ce soit enseignants ou administratifs. Il me semble qu'il y a une intervention aussi qui s'est faite du type sophrologie. Est-ce que vous pouvez nous en Oui, parler?
Oui, alors pour l'instant, elle a pas été dimensionnée, on va dire, hein. Mais en effet, on a une collègue donc qui s'est formée en psychologie en dehors de notre établissement et donc qui a proposé de faire des interventions, surtout quand on avait des jeunes qui arrivaient ben, avec des problématiques. Ils n'ont pas dormi chez eux parce qu'ils se sont disputés, enfin, etc., etc. Donc, c'était des jeunes qu'il fallait ressourcer, on va dire. Et donc, notre collègue s'est mis à la disposition de ces jeunes-là pour leur redonner un petit peu voilà, de bon sens, on va dire, pour les journées quand ils se retrouvaient au CFA. Ok. Concernant du coup ces équipes qui se forment au fur et à mesure, vous aviez évoqué le fait que il y a des formations qui étaient proposées notamment via l'appel en candidature de l'association ANSA, via le sport. Ça a commencé par les premiers secours et il y a eu du coup ça a évolué vers la santé mentale. Vous pouvez nous dire du coup quel type de Oui, formations sont proposées maintenant? Oui, alors en dehors de l'ANSA, c'est vrai, nous, dans toutes nos formations, de toute manière, aujourd'hui, ils ont des cours de SST, hein, qu'on appelle santé, sécurité au travail. Et nous, on a pris aussi le parti donc, de les former jusqu'à la certification, ce qui n'est pas une obligation, mais on a préféré les amener jusqu'à la certification. Et ensuite, en effet, donc, l'ANSA, relevant toutes les problématiques à travers le sport de ces jeunes qui sont en difficulté, a mis en place des séminaires et des formations sur la santé mentale qui ont lieu, donc, qui se font à travers les établissements qui adhèrent, on va dire, à l'ANSA. Et donc, les notions qui sont abordées, c'est bien sûr prendre soin de soi et des autres et de son environnement, activer sa vitalité, renforcer la résilience au travail. Donc, une formation qui se déroule en 4 jours exactement et voilà, qui sont proposées aux différents CFA qui peuvent faire, voilà, qui veulent rejoindre l'ANSA ou qui y sont déjà. Ok, donc une montée en compétences au fur et à mesure avec des gens qui deviennent référents sur certains sujets. Tout à Euh, fait. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Fabre. Je me tourne vers le chat. Du coup, est-ce qu'il y a des questions opérationnelles par rapport au type d'intervention que propose chacun des témoins? Est-ce qu'il y a des Alors, retours déjà dans le chat? oui, donc une des questions aux intervenants, c'est vous intégrez des temps de sport. Est-ce que vous intégrez ces temps de sport dans l'emploi du temps encore des apprentis ou est-ce que ça se passe en dehors en dehors des cours? Alors, les créneaux de sport santé sont totalement intégrés dans les semaines de cours. Et ensuite, ce qu'on appelle, nous, les sections sport et métiers, elles sont intégrées après les cours voilà, les jeunes peuvent venir ou faire une réathlétisation ou se remettre au sport ou alors même des fois, comment dire, augmenter sa capacité à faire du sport, etc. Mais oui, quand même, nous, la majorité des cours de sport sont intégrés dans les créneaux, dans les 35 heures, hein, puisque les jeunes Donc, apprentis font 35 heures dans la semaine. voilà, dans l'emploi du temps. Oui. Autre intervention aussi, merci pour en tout cas les interventions. Dans le chat, nous avons fait intervenir un CMP, un centre médico-psychologique, au sein de notre structure, début d'année dernière, et nous recommençons cette année. Donc voilà, sur des témoignages. Et également dans un autre CFA, nous proposons des ateliers de sophro, de yoga, de gestion du stress aussi pour nos jeunes. Euh, Aussi à l'IMSME donc de Saint-Étienne, nous proposons des séances de gestion du stress animées par un sophrologue pour la préparation aux examens. La question se pose forcément avec ces différentes interventions sur le financement de ces interventions. Comment financer ça? Voilà, donc ça, bien sûr, hein, c'est intéressant de savoir effectivement sur les différentes interventions aussi sur la question du financement. Je pense qu'on peut Euh, s'arrêter sur la question du financement. On prendra les autres questions d'après, si ça vous va. C'est un point évidemment important. Vous avez chacun des modèles différents. Est-ce que chacun d'entre vous peut peut-être faire un retour sur les modèles qui sont proposés d'un point de vue sous l'angle voilà, du financement des actions qui sont proposées? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que vous allez chercher des fonds extérieurs? Et peut-être les mécanismes aussi de financement de la 3CA
BTP qui sont voilà, un peu particuliers. Madame Reynaud, quant à vous, voilà, le financement de toutes ces actions que vous menez, Alors, qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Comment vous arrivez alors sur à vous en sortir? comment on arrive à s'en sortir? Au démarrage, nous l'avons mis dans le cadre de temps de préparation ou aux examens ou au niveau des oraux et on l'a pris en charge nous directement. Ça fait 10 ans maintenant, je pense aux gestes de premier secours. On pense sur la fondation, la Massif, c'est gratuit. Donc nous, on a fait tourner nos étudiants, c'est-à-dire que eh bien, ça a été quelque chose, ils ont pris du temps sur le cours, ou entre midi et deux, ou le soir, pour pouvoir se former. C'était des tranches d'une heure et demie. Et enfin, on a sollicité l'association, le Club des Alumni que nous avons sur le campus pour financer l'intervention en masterclass, qui coûte à peu près pour une dizaine d'étudiants entre 200 et 250 euros la demi-journée, puisqu'on a essayé de négocier. Donc, il y a une prise en charge notamment pour partie par le Club des Alumni, qui sont donc les anciens de l'école, avec beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très mobilisés autour de la santé mentale des jeunes. Ok. Alors, une autre question pour rester sur le financement. Comment justifier auprès des OPCO les séances de sport sur les 35 heures? Oui, je veux bien répondre. Ben, en Allez, fait, Monsieur si vous Fabre. voulez, d'abord, on n'appelle pas ça des séances de sport, on appelle ça des séances de sport santé. Et bon, aujourd'hui, un financement OPCO, il est établi avec un taux de prise en charge par apprenti. Donc après, le fonctionnement à l'intérieur des 35 heures appartient aux établissements et trouver l'équilibre justement entre toutes les matières qu'ils doivent préparer. Mais en tout cas, nous, ce qu'on avance, en tout cas notre CFA et l'ANSA, c'est qu'aujourd'hui, le sport santé, et d'ailleurs, je reviens vers Monsieur Mayette qui fait partie du 3CA-BTP, on fait un ratio sur les interventions du sport santé dans nos établissements et qui, en fait, a amené une diminution de l'accidentologie dans le travail des jeunes, qui sont quand même qui est du travail manuel. Et pour nous, c'est une réussite parce que quelque part, c'est pas de la dépense sur le médical. Donc, du coup, tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, du coup, les OPCO, en tout cas pour aujourd'hui, ne nous embêtent pas sur les interventions que l'on peut faire en sport santé dans notre établissement. D'accord. Il est Ouais, également aussi, alors, je vais peut-être en oui, allez-y, profiter pardon. justement pour faire une petite réponse sur le financement. Alors, je suis ravi de voir que on finance, on finance l'ANSA, on subventionne l'ANSA, notamment pour la partie bâtiment. Je suis ravi de voir que ça a des résultats. Au niveau, en fait, au niveau du financement et au niveau des opérations santé mentale, comme ça, je pourrais répondre même à une question qui a été posée sur le temps. Il y a deux freins. Il y a deux freins qui sont le financement, qui est l'argent pour mettre les choses en place, et il y a le temps consacré. Au niveau du financement, quand on subventionne, c'est bien, on lève ce frein de financement, mais il revient très vite une fois qu'il n'y a plus de subventionnement. Au niveau du temps, effectivement, il y a des soucis pour sortir les jeunes. Comment est-ce que l'on répond? Pour le moment, comment est-ce qu'on a aménagé nos parcours? On l'a aménagé de deux manières. La première manière, c'est la montée en compétence du personnel, tout simplement pour ne plus avoir à faire appel à des prestataires extérieurs. On monte en compétence les formateurs, les animateurs et le personnel qui va être intéressé pour travailler sur ces thématiques-là, ce qui fait qu'ils deviennent indépendants par la suite. C'est une solution. Et la solution par rapport au temps dédié, c'est tout simplement d'avoir une évaluation diagnostique pertinente sur... Alors, je vais parler de bien-être mental et pas forcément de santé mentale parce que ça peut devenir compliqué pour les OF en fonction des questionnaires scientifiques, mais d'avoir une somme de questionnaires, c'est ce que propose l'accélérateur par le biais d'H10, qui permettent d'évaluer la santé mentale des jeunes, d'identifier les jeunes en grande difficulté, de les orienter vers les spécialistes. On l'a dit tout à l'heure, on n'est pas des psys, voilà, il y a des spécialistes pour ça, et d'analyser ceux qui ont besoin d'accompagnement. Une fois qu'on a évalué ces jeunes-là, ça fonctionne ni plus ni moins comme du soutien scolaire. Ces jeunes-là sont sortis sur des périodes de temps d'ateliers ou de temps de cours spécifiques pour pratiquer de l'activité physique, pour pratiquer des ateliers confiance en soi, pour pratiquer des ateliers s'adapter à son environnement, etc., etc. En fait, c'est deux réponses, la formation des formateurs, la montée en compétences des encadrants et surtout cette évaluation diagnostique pardon, fine
qui va permettre d'identifier les jeunes et de les sortir sans avoir à décaler l'emploi du temps, modifier les cours, et les adjoints pédagogiques nous en remercient. Voilà, ça permet d'apporter une réponse sur les deux questions. Ouais, merci pour ces précisions, en tout cas. Juste une piste aussi qui est proposée via une demande de projet dans le Crous local aussi, sur une des pistes de financement qui est proposée. Et puis, donc vous avez répondu hein, sur la question effectivement de l'aménagement de l'emploi du temps. Hein, c'est une des questions aussi qui apparaît. Une précision sur les masterclass, qu'est-ce que c'est exactement? Mais Claude Reynaud a apporté des réponses effectivement hein, sur la question des masterclass en premier secours en santé mentale et également des ressources, bien sûr. Et voilà, on répète qu'à la fin du webinaire, nous allons aborder un peu plus les ressources. Et après ce webinaire-là, dans les documents qui seront diffusés, il y aura également des ressources apportées aussi par chacun des intervenants. Tout à Euh, fait. Et je rebondis du coup sur la question également sur l'exemple de l'évaluation dans le parcours qui est partagé, qui vous sera envoyé. Monsieur Mayette vous a mis également les questionnaires. Donc, vous aurez un niveau de précision qui est quand même très, très détaillé et qui, je l'espère, vous inspirera. Ça fait partie des livrables qui vous seront donnés pour vous inspirer de façon très, très concrète. Pardon, je Et, t'ai coupé la et parole. juste pour terminer, non, non, mais et pour terminer juste sur une question technique, puisqu'on parle l'apport avec le sport, qu'est-ce qui se passe si un jeune se blesse alors hors des cours? Euh, sur les questions des blessures liées au sport, et dans la remarque, il y a marqué hors cours. Donc, je ne sais pas si c'est pendant le cours ou hors cours. Voilà, si vous pouvez apporter quelques précisions. Bon, oui, je vais faire l'intervention. Bon, c'est toujours très, très particulier, forcément. Nous, étant donné qu'ils sont encadrés, que ce soit durant leur journée en sport santé, donc ils sont considérés comme au travail, donc automatiquement, ils sont en accident de travail. Et du fait qu'ils soient encadrés sur le sport et métier qu'on fait le soir à partir de 4h30, puisque nous, les cours se terminent à 4h30, du fait qu'ils soient encadrés par un enseignant, ben, ils sont sur leur lieu de travail. Donc, nous, on fera en sorte de voir avec l'employeur pour que ce soit un accident de travail. Alors après, c'est vrai, certains employeurs sont récalcitrants, mais c'est tout le travail de fond que nous menons en disant que le sport amènera certainement des bienfaits dans son entreprise. Donc voilà, c'est tout le travail de fond que nous menons avec les entreprises. Ce Merci, travail Monsieur de Fabre. fond, oui, monsieur Oui. Fabre, entre Oui, l'apprenti, le CFA et l'entreprise, ça fait partie d'une composante importante dans nos façons d'aborder le sujet, c'est bien ça? oui, tout à fait. Hein, c'est pour nous enfin voilà, les trois intervenants doivent être très très proches, très liés et travailler ensemble. Donc c'est notre quotidien aujourd'hui de voilà d'expliquer aux entreprises que on n'est pas on est des partenaires quoi dans la formation du jeune, que tout ce qu'on fait dans notre établissement de toute manière ça amènera de la plus-value dans le sien et vice versa d'ailleurs hein, aussi. Donc forcément on encadre et on accompagne le jeune dans toutes les missions que l'on peut mener, justement, pour qu'il ait une réponse très positive, très favorable dans sa formation. Mm. Alors, si je puis me permettre, nous, quand on fait la réunion avec les tuteurs et maîtres d'apprentissage, on aborde les ateliers qu'on fait avec les étudiants sur la santé mentale et la détresse, et on a un très, très bon retour des entreprises qui nous soutiennent dans cet élément-là. On en parle dès le démarrage en disant, voilà, en dehors des cours classiques, du plan, du développement, etc., on attache une importance sur telle et telle chose, et que ce soit les ateliers qui sont faits par les masters ou par les bac plus 2 ou bac plus 3. Et c'est vrai que là, on a un soutien des entreprises dès l'instant où on les informe au démarrage. Merci beaucoup pour cette précision, Madame Reynaud. Est-ce qu'il y a encore des commentaires ou Alors, des juste un questions? commentaire, parce que c'est assez intéressant de préciser que certains CFA sensibilisent les employeurs à la nécessité de travailler sur les gestes et postures professionnelles.
ainsi que sur la gestion de la charge de travail et de la gestion du stress. Et le terme sport est toujours utilisé, mais en lien en tout cas avec la technicité métier. Le sport est par conséquent planifié, il fait partie intégrante du parcours de formation et peut être négocié avec les employeurs. Donc le sport fait partie intégrante du travail et c'est tout un travail de fond. Donc voilà sur une précision. Alors je ne connais pas le terme, mais Malicéo est un partenaire intéressant de Sport Santé. Peut-être que les intervenants connaissent. Et enfin, une dernière remarque sur le chat, c'est que on a parlé du questionnaire. Donc, le questionnaire est réalisé par la structure. Ah, ben c'est Jonathan voilà, qui apporte une Qui répond. réponse voilà, sur une question. Alors, du coup, je la lis. Le questionnaire est réalisé par la structure identifiée portant l'expérimentation. Il est basé sur 3 questionnaires scientifiques. Sauf si Jonathan voulait apporter d'autres précisions complémentaires sur le questionnaire. Oui, oui, alors je vais aller très très vite sur ce questionnaire hein, c'est la partie la plus complexe de l'expérimentation qui est menée, c'est d'établir un questionnaire qui permet d'identifier, alors tout en respectant le RGPD qui est un casse-tête, qui permet d'identifier des niveaux de priorité sur des groupes de jeunes. Et ce questionnaire-là, il est basé sur 3 questionnaires scientifiques qui a été monté par une psy spécialisée là-dessus et qui, en les regroupant, permet de dégager ces priorités-là. Après, pour avoir le questionnaire type, il faut que j'ai l'autorisation de la structure. Je vous ai donné le parcours, mais pas le questionnaire. Je verrai avec eux si je peux diffuser ce questionnaire-là. Merci. Alors peut-être Patricia, donc terminer cette table ronde et aborder le prochain point avec Oui, l'intervention de Juliane tout à Matussi. fait. Merci à nos 3 témoins. Merci pour votre témoignage et le partage des ressources. Je vous propose que l'on enchaîne effectivement sur l'animation suivante avec Juliane Mathiussi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, moi, je m'appelle Julie Massi, je suis déléguée générale adjointe de l'association Nightline France. Je vais vous dire un mot sur l'association, sur un de ses dispositifs et surtout, parce que j'ai bien vu vos questions, sur 2 outils ressources en tout cas qui peuvent être déployés et dont vous pourriez vous emparer. Et en terminant une ouverture vers évidemment d'autres ressources que les nôtres, mais voilà, forcément, je connais mieux les nôtres. Je crois que j'ai la main pour présenter le slide. Oui, super. Je rebondis aussi sur ce que disait Anne, tout début de l'échange. Malheureusement, il n'est pas forcément toujours possible de mettre un psychiatre ou un professionnel de santé derrière chaque jeune. C'est aussi pour ça qu'on a déployé, nous, des dispositifs en santé communautaire ou en pair à pair. C'est de se dire, si on outille, on forme les jeunes eux-mêmes et puis si on leur permet aussi d'intervenir en proximité, en pair à pair, en complémentarité et évidemment jamais à la place des professionnels, ça nous permet de mailler davantage, d'être plus en proximité et d'outiller un plus grand nombre pour prendre soin de sa propre santé mentale et puis de celle des autres. Nightline France, du coup, c'est une association qui agit depuis 2016 en faveur d'une meilleure santé mentale pour les étudiants, pour les jeunes en général, à l'échelle individuelle et collective. Aujourd'hui, l'association est présente dans 9 régions en France. Et alors, petit spoiler, parce que du coup, on démarre là tout juste au 1er octobre, également à Marseille. Donc, il n'y a pas encore le point, mais il va pas tarder à arriver. C'est une nation qui porte des dispositifs en promotion et en prévention en santé mentale. Et comme je le disais, toujours sur le principe du pair à pair. Ces différents modes d'action, ça va être notamment une action phare d'où le nom de l'association est issu, ce sont des lignes d'écoute. Il y a une slide en particulier. Je vois le commentaire en même temps, merci. N'hésitez pas à prendre contact du coup sur Marseille même. Ça va être des lignes d'écoute, mais aussi des actions de proximité qui peuvent prendre la forme de stands, d'ateliers, qui peuvent prendre la forme d'interventions très diverses pour faire la promotion de la santé mentale, dire que c'est OK, dire que ça va pas, et puis pouvoir orienter vers différentes ressources en proximité ou des ressources nationales. De la communication et la création de contenu, vu les échanges qu'on a eus plus tôt sur la question des réseaux sociaux, je me permettrai un petit focus aussi là-dessus. Des actions de sensibilisation, de formation et pour mailler tout ça, on a un pôle recherche, donc on mène des projets de recherche et un pôle de plaidoyer pour faire bouger les lignes dans la mesure de nos moyens sur les questions de politique publique en faveur d'une meilleure santé mentale.
Et du coup, les actions, je vais pas aller dans le détail, simplement la ligne d'écoute, c'est quoi? C'est un service nocturne tenu par et pour des étudiants formés et accompagnés par des professionnels de santé. C'est une ligne nocturne donc de 21h à 2h30 du matin, disponible par téléphone et par chat, le chat qui est très utilisé par les jeunes, avec un certain nombre de principes dont je fais un focus sur un, l'anonymat pour les écoutants et pour les appelants. L'idée étant de lever un maximum les freins à un ensemble, lever un maximum les freins. Je vais essayer de pas lire en même temps, mais oui, on est présent dans les Antilles. Je répondrai à la fin, je vais essayer de me concentrer. Et du coup, ce double anonymat pour lever un maximum les freins, du coup, au fait de demander de l'aide, de dire que ça va pas, et de pouvoir, si nécessaire, évidemment, aussi orienter, encore une fois, vers des professionnels. La durée d'échange moyenne est autour de 50 minutes, donc c'est assez long et ça permet effectivement de parler de plein de choses, d'échanger sur plein de sujets et souvent on nous appelle parce qu'on a identifié une problématique, mais finalement, au fur et à mesure de l'échange, via un dispositif et une formation de nos écoutants sur l'écoute active, on ouvre plein de portes. Et donc, ça permet finalement d'échanger sur beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais du coup, l'objet aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler plus en détail. J'ai sauté une slide. C'est de vous parler plus en détail il y a une slide qui manque. Bon. C'est vous parler plus en détail de la fresque de la santé mentale. La fresque de la santé mentale, c'est un dispositif, un outil qui permet du coup d'intervenir sous une forme, c'est un outil d'intelligence collective qui permet d'agir encore une fois sur le pair à pair. Donc, ce sont des étudiants, des jeunes qui sont formés pour animer le dispositif de la fresque. Si vous connaissez la fresque du climat, ça tient un peu les mêmes ressorts. Ça dure 3 heures et l'objet, c'est de pouvoir apporter sur qu'est-ce que la santé mentale, quels sont ses déterminants et puis, comment est-ce qu'on peut passer à l'action et quelles sont les ressources aussi qui peuvent être mobilisées par chacun et par chacune. L'idée, effectivement, ça va être de pouvoir animer du coup de façon vraiment sur l'ensemble du territoire, en tout cas un maximum, pour sur un atelier de 3 heures, les objectifs, ça se raisonnable sur ce qu'on peut faire effectivement en 3 heures, mais c'est vraiment de se dire en 3 heures, on peut aborder beaucoup, beaucoup de choses et ça permet vraiment de sensibiliser, d'outiller et de passer à l'action. C'est une fresque aujourd'hui qu'on a du coup co-conçue en partenariat avec le Psycom. J'ai vu que certains l'avaient cité dans les ressources. Et effectivement, ça permet de pouvoir le déployer via des animateurs jeunes, mais aussi c'est une fresque, c'est pour ça qu'on parle d'une fresque généraliste. C'est une fresque qui est vraiment adaptée à partir de 16 ans et après à tout âge. Donc, on peut également l'animer auprès de professionnels de vos établissements, par exemple. Simplement, ce sera un adulte qui l'animera. Et puis, ce sont des jeunes qui l'animent pour des jeunes. Je vous diffuserai 2 vidéos, si vous voulez, tout à l'heure, qui résument ça en 2 minutes 30 et qui sont assez ludiques et je pense agréables à regarder si vous voulez en savoir plus sur l'outil en lui-même, qui présente aussi des visuels du coup de l'outil qui peut voilà, vous inspirer. Sur la partie, un deuxième focus, du coup, c'est le dispositif des sentinelles étudiantes. C'est issu au départ d'un dispositif qui a été conçu par le GEPS, qui s'appelle Sentinelle. Nous, on a travaillé pour l'adapter spécifiquement à la population étudiante, parce que c'est pas exactement les mêmes ressorts que dans la population générale. L'idée de ce dispositif, c'est de former des étudiants et des étudiantes à repérer et orienter des pairs en détresse. Donc, c'est de se dire, on apprend, qu'est-ce qu'on y apprend? On apprend à repérer des étudiants, donc quels sont les signaux d'alerte. Il y a un système de drapeaux, et effectivement, à partir du moment où il y a un certain nombre de signaux, en tout cas qui se cumulent, il y a effectivement une problématique, et du coup, on est en capacité de la repérer, et ensuite, on travaille sur comment faire le premier pas, comment ouvrir le dialogue, comment poser les mots quand on parle aussi de suicide. C'est pas forcément évident, mais du coup, comment est-ce que on pose la question et comment est-ce qu'on reçoit cette parole. Donc, il y a toute une phase aussi d'apprentissage sur ses propres limites, faut prendre soin de soi d'abord, avant enfin, dans toutes ces interventions et dans toute la façon dont on a d'échanger avec les autres, c'est connaître ses propres limites, prendre soin de soi pour effectivement être en capacité de pouvoir prendre soin des autres. Et évidemment, on est sur un dispositif de pair à pair, donc il y a une phase extrêmement importante et essentielle sur l'orientation. Comment est-ce qu'on oriente ces étudiants qui sont en difficulté, comment on les oriente vers des ressources qui sont adaptées pour elles et eux. Et donc, évidemment, une phase de connaissance déjà de ces ressources et puis de partenariat qu'on va nouer avec des structures sur le territoire. C'est important, je parle de dispositif parce qu'effectivement, il y a la formation, mais il n'y a pas que la formation. Au-delà de la formation qui dure du coup, 3 heures et le lendemain 6 heures, il y a vraiment ce qu'on appelle une supervision. Donc, c'est vraiment un accompagnement, un suivi de ces personnes formées pour leur permettre de prendre en main leur rôle de la façon la plus sereine qu'il soit et puis de pouvoir répondre au fur et à mesure à leurs questions. Donc, on les retrouve 2, 3 mois après, on échange, on répond à leurs questions. Et c'est le professionnel de santé qui a animé la formation, qui fait sa supervision tout au long de l'année scolaire.
Je dis professionnel de santé, mais accompagné du coup par un formateur ou formatrice pair. On est vraiment dans cette démarche de pair à pair, donc ça va être aussi des étudiants qui vont être formés sur ce dispositif. Souvent, c'est des étudiants en santé parce qu'ils ont cette appétence, mais ça peut en être tout un tas d'autres qui vont du coup pouvoir co-intervenir sur un format, enfin sur des contenus du coup différents sur le temps du coup de la formation. C'est à destination de groupes d'étudiants et d'étudiantes autour d'une dizaine, on met entre 10 et 15 parce qu'il faut que ça reste interactif et participatif. Comme pour la fresque de la santé mentale, on est autour d'une dizaine de participants parce que ce sont des temps où il nous semble important de pouvoir avoir des temps d'échange, des temps de discussion et que ce soit vraiment très participatif. C'est pas une conférence descendante, c'est vraiment animé sous, voilà, sous forme aussi de discussion. Euh, et du coup, peut-être vous dire qu'en tout cas, sur la fresque et sur la sentinelle étudiante, selon vos territoires, en tout cas, il y a une petite cartographie au départ, mais n'hésitez pas à prendre contact du coup avec l'association parce que selon les territoires, et comme l'enjeu aussi des financements peuvent être en tout cas un sujet, il ne faut pas hésiter à toquer à notre porte parce que parfois on a des financements fléchés, donc on peut en tout cas l'envisager avec vous directement. Et donc voilà, n'hésitez pas. C'est pas partout le cas, c'est pas toujours possible, c'est très local, mais ce serait avec plaisir en tout cas si c'est possible. Et puis après, sur la fresque de la santé mentale, on peut, voilà, il y a si on vient, si on participe à une fresque, si on vient animer une fresque, c'est pas la même chose si on fait une formation autour de la fresque. Donc, faut pas hésiter en tout cas à toquer à la porte et puis on prendra le temps d'échanger plus en détail ensemble. Alors, Juliane, je vous Euh, interromps juste quelques minutes. Prenez bien votre temps hein, pour que les personnes aient le temps, en tout cas, voilà, de bien comprendre ce que vous dites par rapport au centre. Donc, on est je largement dans vais les temps, vite. hein. Donc, allez-y. Comme je passais en dernière, j'avais prévu un tunnel On est de dans les temps. rapidité. Prenez votre temps, c'est bon. Très bien. Pas de souci. Et bah, du coup, je vais prendre plus mon temps sur les ressources parce qu'effectivement, ça, ce sont vraiment deux outils que nous, on propose, qu'on a conçus ou co-conçus, la fresque de la santé mentale et Sentinelle étudiante. Mais il y a aussi d'autres ressources, des ressources qui sont disponibles notamment à distance. Et ça, c'est de se dire, vous représentez des territoires très variés en France et parfois dans des zones beaucoup plus rurales où on est plutôt loin. En tout cas, nous, on est plutôt dans des grandes villes, a priori. On est mobile à l'échelle d'une académie, mais on n'est pas encore partout en tout cas. Donc, on a créé des dispositifs numériques comme le kit de vie. Le kit de vie, c'est tout un parcours interactif pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres. Il y a deux entrées, prendre soin de soi ou prendre soin des autres. Et au démarrage, on flèche, enfin, on parle souvent, comme ça a été présenté tout à l'heure, mais de la santé mentale comme un continuum. Donc, on dit si on va plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Et en fonction, on est orienté différemment dans un parcours numérique, avec à l'intérieur des ressources, des éléments de compréhension. Par exemple, quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre? Pouvoir répondre à cette question-là. Quand un jeune, du coup, se la pose ou recherche de l'aide, bah, quelle est la bonne aide, du coup? Donc voilà, il y a tout un mini-dico, enfin, il y a un certain nombre d'éléments de ressources de ce type-là, ou bien la compréhension autour des émotions, savoir identifier ses émotions et du coup, ce qu'on peut mettre en place, du coup, comme stratégie derrière. Elle est également disponible en anglais. Le nom de l'association ne vous a pas échappé. On a un point de vigilance aussi sur les étudiants anglophones. Et enfin, soutien étudiant, point info, c'est encore une fois de se dire les ressources professionnelles, c'est extrêmement important de pouvoir aller consulter si on en ressent le besoin. Et du coup, comment faciliter ces consultations? C'est notamment par le fait de donner accès à l'information, donner accès à la connaissance. Et donc, ça a été c'est un dispositif aujourd'hui national qui recense les ressources psychologiques gratuites en fonction de son lieu de vie et en fonction de son lieu d'études. Et donc, de se dire, on rentre ton adresse et on est orienté en fonction vers un CMP à proximité, une MDA, vers un SSE. Voilà, toutes les ressources possibles sur le territoire qui nous permettent effectivement de lever ce frein, en tout cas de la connaissance, mais aussi des ressources gratuites. Donc, de se dire, on parlait tout à l'heure du dispositif avec les 12 séances psy, mais du coup, voilà, il y a aussi des structures du coup publiques qui permettent en tout cas d'aller toquer à la porte. Donc, faut pas hésiter non plus et de se dire, voilà, si on lève ces freins de connaissances, de géographie et potentiellement financiers, en tout cas pour des jeunes, ça peut effectivement lever un certain nombre de freins sur le fait de passer le cap, d'aller consulter un professionnel. Dans les autres ressources, on parlait des réseaux sociaux, donc je fais un petit aparté là-dessus, mais nous, on est présent sur les réseaux sociaux, on sait que c'est un espace qui est extrêmement utilisé par les jeunes, sur lequel effectivement on va beaucoup chercher de l'information. Donc on fait partie effectivement des structures via Nightline France ou le Nightline Talks, c'est un dispositif particulier. On est présent et on diffuse de l'information, pour le coup, qui est validée avec nos professionnels de santé.
On a des psychologues au sein de l'association qui valident du coup et avec lesquels on construit du coup ces supports et ces échanges. Donc c'est vraiment des éléments sur lesquels effectivement on va pouvoir communiquer et se dire bah, on est présent à un endroit avec une information fiable et qui nous permet d'aller toucher les jeunes bah, là où ils sont présents. Et ça nous permet effectivement d'avoir cette visibilité dans un écosystème qui va pas chercher l'information forcément au même endroit. Et puis d'autres ressources, voilà, c'était faire une ouverture, mais certaines ont déjà été citées. Je pense au Cosmos de la santé mentale qui a été dit dans le chat à un moment donné, qui a été partagé. On est d'accord, c'est un super, c'est une super ressource, mais c'est pas la seule. Il y en a d'autres, donc on en a listé quelques-unes. C'est pas tout à fait exhaustif non plus. Mais en tout cas, ça donne effectivement quelques ouvertures que vous pouvez partager du coup aux jeunes directement. Psychom a des livrets thématiques. Quelqu'un parlait d'addiction, par exemple, avant. Bah, il y a des fiches sur l'addiction spécifiquement. Le Cosmos, c'est un outil très général pareil, très visuel sous forme de vidéo, donc c'est plutôt agréable à regarder. Voilà, n'hésitez pas, à mon avis, à communiquer ces ressources, du coup, thématiques ou généralistes, à vos jeunes, parce qu'effectivement, ça peut leur permettre de monter en compétence sur certains sujets. Et puis, voilà, on pense à des lignes d'écoute aussi, parce que bah, on est une ligne d'écoute, donc ça nous semble important de le partager. Le 3114 a déjà été cité tout à l'heure, mais comme c'est une ligne du coup nationale, vraiment de prévention du suicide, il ne faut pas hésiter à la communiquer. Il y en a tout un tas d'autres. Encore une fois, on a mis des trois petits points à chaque fois parce qu'on peut ouvrir. Mais du coup, voilà, c'était pour vous donner un petit panorama et je crois qu'il y en a une autre qui suit également et qui ouvre aussi sur d'autres ressources. J'ai peut-être été un peu vite, en tout cas, du coup, n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin. On peut vraiment prendre le temps d'échanger territoire par territoire, de se dire effectivement, si vous êtes à Lyon, dans les Antilles ou à Marseille, on a des interlocuteurs dans chacune de ces régions avec lesquels vous pouvez échanger directement sur chacun de ces outils, de ces dispositifs pour envisager bah, potentiellement l'implanter dans votre établissement. En tout cas, on se rend disponible pour ça. Alors, oui, alors Juliane, vous avez suscité pas mal d'intérêt, hein, effectivement, avec beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes présent sur tous les territoires? Et puis, comment vous sollicitez pour l'animation de la fresque sur la santé mentale? Donc voilà. Donc, dans une première question, est-ce que toutes les régions, est-ce que vous êtes présent, voilà, sur quel territoire vous êtes présent? Est-ce que vous allez vous implanter en Bretagne, par exemple? Et si vous n'êtes Alors, pas, j'en profite, je complète, si vous n'êtes pas implanté sur un territoire, est-ce qu'il est possible de vous faire intervenir quand même? Il y avait une question aussi qui relevait de ça. Alors, on est présent dans 9 régions. Je vais les lister. Du coup, on est présent à Lille, à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Donc, on est implanté à Lille, mais on rayonne sur le Nord-Pas-de-Calais. En Normandie, dans les Pays de la Loire. En Île-de-France, sur l'Académie, enfin, en Auvergne-Rhône-Alpes, précisément à Lyon, et on rayonne sur l'ensemble de l'Académie du Rhône en particulier, mais pas que. À Marseille, du coup, à partir de début octobre, et à Toulouse. On est également dans les Antilles. Ma collègue est en Guadeloupe, mais on rayonne sur les Antilles, la Martinique. Et on a un partenariat particulier, du coup, en Guyane, s'il y a des personnes de Guyane. Donc, on peut aussi échanger sur la Guyane. Sur les autres territoires que je ne viens pas de lister, on peut tout à fait envisager des choses sur mesure. Par exemple, la Bretagne. On intervient ponctuellement en Bretagne dans le cadre de partenariats spécifiques. Et par exemple, je ne sais pas où vous êtes en Bretagne, mais on a animé des fresques dans l'ensemble des Côtes d'Armor sur l'année précédente à Brest également. Et là, on a une formation qui va avoir lieu dans 15 jours à Rennes. On peut tout à fait intervenir en Bretagne aussi, mais c'est un peu plus ponctuel et simplement, voilà, on échange vraiment un peu plus spécifiquement et en détail, alors que sur les autres territoires, on a vraiment des activités bah, tout au long de l'année, portées vraiment de septembre à juin. Et donc, voilà, on est forcément dans une réactivité un petit peu, enfin, voilà, on va plus vite sur les autres territoires, tout simplement. Mais c'est tout à fait possible sur les territoires où nous ne sommes pas implantés aussi. Voilà, faut pas hésiter à nous écrire. Alors, Juliane aussi, il y a Marion qui est intéressée pour devenir animatrice de la fresque, mais il faut avoir entre 18 et 30 ans. Alors, elle se pose la question, comme d'autres, quid des seniors intéressés pour animer la fresque? Merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement, ça me permet de faire le pont. La fresque est vraiment un outil généraliste et donc nous, bah, en tant que Nightline France, notre cœur de cible, c'est vraiment les jeunes, donc c'est les 16-30 ans. Par contre, on a eu beaucoup de demandes pour effectivement permettre à des adultes, donc au-delà de 30 ans, et enfin, sans limite, de pouvoir y participer ou l'animer. Donc, on forme des adultes, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas nous en propre, c'est pas notre objet. Par contre, on transmet l'outil, on fait des formations à destination des adultes quel que soit votre profil, votre âge, voilà. Il suffit de nous écrire. J'ai une collègue qui s'en occupe, qui recense toutes les demandes entrantes. Et en fonction de votre lieu de vie, on vous propose les dates qui voilà, sont possibles pour vous. Si c'est Lyon, si c'est Paris, ça va plus vite parce qu'il y en a plus. Mais si vous êtes à Metz, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On peut tout à fait l'envisager.
Et donc, c'est tout à fait possible pour des adultes. La seule chose, c'est que pour nous, ce qui nous semble important dans cet outil, c'est que ce soit vraiment animé sur du pair à pair. Et donc, que ce soit pas quelque chose de descendant, un adulte qui anime auprès de jeunes. Là, on ne cocherait pas la case, entre guillemets, de l'outil et de ce qu'on vise. Donc, quand des adultes sont formés, c'est vraiment pour animer auprès d'adultes. Et après, on forme des jeunes et on peut former des jeunes de votre établissement pour l'animer auprès d'autres jeunes de votre établissement. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Est-ce que les formations sont payantes? Pareil, ça dépend, parce que du coup, on va chercher nous des sous pour pouvoir le faire gratuitement. Donc, en fonction d'où vous habitez, en fonction de tout ça, faut pas hésiter à nous solliciter, parce que si on peut le faire gratuitement, on le fera avec plaisir. C'est pas toujours possible. Donc, sinon, il y a un coût et c'est possible effectivement de financer que ce soit la formation ou l'animation directement. Mais si on peut le faire gratuitement parce qu'on a des financements fléchés, on le fera avec plaisir. Alors, est-ce que les alternants, contrats de pro, apprentissage, sont considérés comme étudiants? Est-ce que c'est exclusivement réservé aux étudiants ou est-ce que les jeunes en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation sont considérés, peuvent en Oui, bénéficier? alors, c'est vrai que je passe un peu vite sur l'historique, mais la Nightline, au départ, c'est une association vraiment qui a œuvré, qui a développé toute son expertise sur la santé mentale des étudiants. Mais aujourd'hui, on est vraiment la santé mentale des jeunes. Et donc, au-delà du public stricto sensus étudiant, avec une carte étudiante, on s'adresse à tous les jeunes à partir de 16 ans, que ce soit effectivement qu'ils soient en apprentissage, qu'ils soient en décrochage, qu'ils soient suivis par même par une mission locale ou qu'ils soient même en volontariat en service civique. Alors, j'élargis volontairement, je sais que c'est pas le cas de vos jeunes, mais en tout cas, voilà, on est vraiment à destination de tous les jeunes. Ça fait 3 ans qu'on ouvre et qu'on diversifie et qu'on adapte nos dispositifs pour qu'ils soient pertinents pour les jeunes, qu'ils soient étudiants ou non. Mais en tout cas, voilà, entre 16 et 30 ans, c'est notre fourchette d'âge, quel que soit leur statut. Donc, bien sûr, aucun problème, même s'ils n'ont pas une carte étudiante. Bon, on va poursuivre encore hein, sur quelques remarques. La question Euh, du coût, peut-être, sur la... alors oui, voilà. Voilà, est-ce que la formation à la fresque est gratuite ou payante? Et Alors, peut-être du coup, plus globalement sur votre offre. Ouais. ouais, j'ai répondu juste avant parce qu'effectivement, ça dépend. Je peux pas avoir une réponse unique, c'est-à-dire que il y a la formation a un coût en tant que tel, l'animation a un coût en tant que tel, et donc il est possible effectivement du coup de la financer, enfin du coup de financer directement l'intervention. Par contre, on a aussi des fonds qui sont fléchés par des partenaires, notamment privés, qui nous permettent de le faire gratuitement. Donc, je peux pas dire au cas par cas là si c'est possible pour les uns ou pour les autres, mais en fonction des territoires, notamment, on va avoir des fonds des fonds ou soit aussi ou des collectivités ou des partenaires privés qui nous permettent de le faire gratuitement. Donc on est ravis si on peut le faire, mais c'est vrai que c'est pas systématique. Alors, beaucoup de remarques concernant les ressources, hein. On vous redit bien avec Patricia que oui, à la suite du webinaire, vous recevrez bien au maximum, en tout cas, des informations et vous avez vous-même posté aussi dans le chat des ressources, des liens. Donc, citer effectivement Psychom, des webinaires, des ressources aussi par l'ARACT ou l'ANACT. Voilà, mais en tout cas, on vous transmettra un maximum de ressources. Également, est fourni par les différents intervenants aussi. Tout à fait, des intervenants sur les présentations, mais également, du coup, on est en train de capitaliser les ressources parce que vous êtes généreux aussi dans les partages que vous faites dans le chat. Il y avait une suggestion de créer un groupe spécifique. C'est pas l'objet du coup de webinaire. Par contre, on va les capitaliser. On va créer un Geniali, donc un lien interactif avec tous ces éléments-là qui vous seront envoyés en nous laissant quelques jours quand même pour le réaliser. Mais vous aurez bien l'intégralité de ce qui vous a été présenté là et plus on capitalisera sur les informations très riches que vous avez mis dans le chat pour également vous donner ces informations. Donc, ouais, je confirme. Oui, voilà, donc on ne peut pas répondre effectivement à toutes les non plus à toutes les questions. Peut-être Patricia, on va laisser la parole à Linda pour poursuivre. On est obligé, donc ça fait voilà beaucoup de questions. Merci pour vos remarques, hein, mais on essaiera de répondre aussi à travers les ressources. Et puis ce webinaire, en tout cas, est inscrit dans un cycle de webinaires qui a eu lieu donc depuis aussi donc toute l'année dernière aussi particulièrement. Et je vais laisser la parole à Linda, Linda Ullmann hein, de RCO du réseau des Carrefour F, qui va nous expliquer aussi de la suite, les prochains webinaires, les prochains thèmes organisés par les collègues des autres Carrefour F, notamment Linda, c'est à toi.
Merci Ah, c'est bon. Christophe. Pardon. Oui, tout à fait. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on vous donne rendez-vous une fois par mois. Prochain webinaire sur les apprentis sans contrat, quels outils d'accompagnement et de financement, donc qui aura lieu le 28 octobre. Un autre webinaire aura lieu donc le 25 novembre sur les violences sexistes et sexuelles au travail, comment agir. Et on clôturera l'année le 4 décembre avec le sujet de l'intelligence artificielle, comment utiliser les IA dans les pratiques de formation. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à bien répondre que vous souhaitez qu'on continue donc de vous adresser des invitations et puis des informations sur le projet de professionnalisation des CFA parce qu'il y a encore pas mal de choses qu'on vous propose cette année et on est en train aussi de réfléchir à ce qu'on va vous proposer donc en 2026. Il y a eu beaucoup donc d'interrogations sur les ressources, hein. Donc, pour rappel, sur le site du réseau des carrés Forever, donc vous pouvez retrouver tous les replays donc des webinaires, les ressources associées aux webinaires, les supports, et vous retrouverez bien évidemment le kit ressources donc qui est en préparation et qui rassemblera donc les ressources sur la santé mentale et autres ressources donc, disponibles sur le site, des ressources sur les 14 missions, j'ai envie de dire de manière plus classique, donc sur le handicap, l'égalité, la mixité, la diversité, la mobilité internationale, les droits, les devoirs, la santé et la sécurité des apprentis, les difficultés d'ordre social et matériel, et il y a des ressources sur les sujets pédagogiques donc, qui sont à venir, sur la cohérence de la formation, sur la formation ouverte à distance, sur le contrôle des compétences, l'évaluation des compétences et enfin sur l'accompagnement des parcours et la prévention des ruptures. Voilà, de kits à ressources donc qui sont à venir. Merci à toutes et à tous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Linda Merci. hein, pour ces précisions. Juste un mot avant de laisser la parole à Patricia. Donc, vous avez un petit questionnaire de satisfaction, ça prend que quelques secondes et on a besoin aussi de vos retours hein, sur l'organisation de ce webinaire. Donc, merci de passer quelques secondes sur le questionnaire qui est en ligne. Oui, Patricia, c'est à toi. Parfait. Donc, le questionnaire, effectivement, apparaît normalement sur votre écran. Je vois qu'on a même des suggestions pour poursuivre sur la thématique, donc notamment sur la santé mentale en direction des personnes en situation de handicap et des aidants familiaux. Si vous avez des idées ou de sujets que vous souhaiteriez voir abordés, ne vous censurez pas, n'hésitez pas. C'est aussi l'objet du questionnaire. Quels sont les éléments et les points que vous souhaiteriez voir abordés? Ça peut faire l'objet éventuellement de ressources ou d'animations à venir ultérieurement. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part sur ce questionnaire de satisfaction, à faire également des suggestions. Donc, je ne reviens pas du coup sur les ressources. Je pense qu'on vous a donné l'info du fait qu'on allait partager toutes ces informations-là. Je dirais juste, laissez-nous quelques jours pour qu'on capitalise notamment les nouvelles informations pour qu'on vous fournisse un support mis en page un peu sympa avec des entrées un peu thématiques type orienté, informé, écouté, voilà, avec qui va capitaliser tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, ou en tout cas la majorité des choses qui ont pu être abordées aujourd'hui. Il y a une question qui est passée aussi rapidement pour se mettre en contact avec nous sur des échanges. On vous laisse donc nos deux mails donc de Christophe Croz et de moi-même, nous qui avons proposé du coup pour le compte du réseau des Cariforef cette animation. Ça peut être aussi l'occasion d'échanger voilà, sur nos adresses génériques qui renvoient vers nos services de professionnalisation que l'on porte en région. On est en interaction avec le réseau des Cariforef, donc on fera également remonter s'il y avait des questions pour le réseau. Voilà, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants, mon collègue Christophe Cross pour cette animation, de tous les participants qui ont vraiment alimenté et permis à ce webinaire d'être riche, varié et vivant. Merci à tous les intervenants. Merci donc à nos commanditaires, à la DGEFP, Sandrine Guédon
pour votre soutien pour ce webinaire et la mise en place de ce programme de pro donc porté par le réseau des Cariforef avec l'appui des Cariforef en région. Je vous souhaite une très belle fin de journée et j'espère vous revoir sur d'autres animations ou dans le cadre d'échanges ultérieurs. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous et merci pour vos interventions, en tout cas assez riches dans le chat. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je laisse encore quelques secondes pour compléter le webinaire, compléter le sondage. Merci, en tout cas, c'est important pour nous hein, sur ce cycle de webinaire. Et nous terminons à l'heure, même en avance. Donc, très bien. Un grand merci aux intervenants qui ont joué le jeu et qui ont tenu leur timing. Voilà, parfait. C'est vraiment précieux. Voilà. Bah, écoutez, à bientôt. On va clôturer. Voilà pour le questionnaire. C'est bon. Laisse encore quelques minutes pour compléter à tous. Hein. Voilà. Au revoir Claude. Au revoir à tous les intervenants. Et à bientôt pour les prochains webinaires. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.